bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai invité un marketeur qui s'appelle Damon Pine. J'espère que je prononce bien son nom. Ouais, Euh, c'est juste. c'est juste? Ok, parfait. On va parler de différents points autour du marketing. Mais avant tout, je tiens à préciser que cette interview, elle est au format audio. Du coup, je t'invite à l'écouter en faisant autre chose. Peut-être le ménage, la vaisselle, mais tu mets pas le robinet trop fort parce que sinon tu vas rien entendre. Ou une balade ou autre. Euh, Maintenant que tout est clair, on peut commencer. On va pas aller plus en détail. Déjà, je tiens à te remercier, Damon, pour ton avis, pour avoir accepté mon invitation, tout simplement. Bah, avec plaisir, Jérémy, quand tu veux. Yes. Et tu vois, j'ai pas envie de faire une interview là où pendant 1 heure on va parler de ton parcours, sûrement parce que ça a déjà été fait et parce que je trouve pas que ce soit forcément le truc le plus intéressant d'une interview de demander ok, c'est quoi ton parcours et t'as fait quoi à tel moment, Ouais, t'as fait quoi à ouais. tel moment. Moi, je préfère qu'on plonge en profondeur sur ce que t'aimes et ce que t'aimes principalement, c'est le marketing et c'est ce dont tu parles très souvent. Du coup, je préfère qu'on plonge très très deep dedans. Mais avant tout, avant qu'on attaque des questions vraiment deep dans le marketing, eh bien, j'aimerais que pour ceux qui te connaissent pas, tu reviennes sur les points clés de ton parcours et sur ce que tu fais actuellement en juste quelques minutes, quoi. Ouais. Bah, écoute, avec plaisir. Yes. Du coup, moi, je suis sur le web gentiment à papy. Je suis là depuis 2012. Ça fait presque 10 ans. J'ai commencé dans la musique. J'étais DJ à l'époque et je donnais des cours. Moi, j'étais coach DJ, tout simplement, formation très standard. Mhm. Jusqu'en 2016. Donc là, j'étais leader de mon marché. Un terme un peu galvaudé, mais c'était un peu le truc. Euh, et du coup, là, je suis passé justement avec cette nouveau positionnement Damon Pine sur la partie plus marketing, mais surtout apport de valeur, création de valeur. On parlait de ça tout à l'heure. Mhm. Et mon objectif avec ce business-là, c'était plus un objectif, un côté plus spirituel, dans le sens où mon but à moi, avant de faire du cash, c'est vraiment de trouver un truc qui me fait kiffer et pour lequel je suis vraiment fier, tu vois, de me dresser, trouver une cause, un truc qui me parle. Et l'argent vient optimiser seulement en second. Et c'est Mhm. une vraie libération de réfléchir comme ça. Et en fait, on ne fait même pas vraiment de compromis sur le cash en réfléchissant comme ça après coup. Mais l'idée de Damon Pine, finalement, c'est plus que de parler de marketing, c'est vraiment de parler de transformer de l'information brute en info-valeur. En Mhm. tant que travailleur du savoir, notre boulot, en tant que créateur de contenu, formateur, coach, même freelance, avant d'être dans le fait de délivrer du contenu, on doit déjà inventer les méthodes. Pour inventer ces méthodes, il faut s'organiser, il faut apprendre, il faut être capable d'extraire cette information de différentes sources, comme des livres ou de l'observation, d'implémentation, enfin peu importe, et réussir on va dire, avoir des éclairs de génie, si on veut bien, et transformer ça en quelque chose qui a de la valeur avant de pouvoir la packager. Et le problème avec les formations traditionnelles, ce qu'on voit sur le web un peu partout, c'est qu'on parle seulement de cette dernière étape de packager cette valeur. On t'explique comment emballer le cadeau, mais pas ce qu'il y a dedans. Tu vois, on Mhm. t'explique pas comment choisir le cadeau, mais seulement comment l'emballer pour qu'il ait une valeur perçue. Et du coup, les gens vont délivrer un cadeau qui a l'air magnifique, mais quand on l'ouvre, il n'y a rien dedans. Donc Mhm. toutes ces formations qu'on achète, ils sont finalement que du vent. Et je vois beaucoup de monde, des gens qui ont envie de contribuer, de transformer leurs connaissances et de développer leurs connaissances et d'apporter une réelle valeur, une réelle transformation sur leur marché. Et mon message, c'est simplement que tu peux très bien vivre de ça sans te transformer en marketeur bling-bling avec des grosses promesses à rallonge et tu vois, des trucs bien, bien pompeux. Enfin, y a, moi inclus, je pense que c'est aussi ton cas, Jérémy, ceux qui nous écoutent pour la plupart, on n'a pas envie de ressembler à ce marketeur typique qui te fait des promesses toutes huilées et tout, mais qui délivre pas derrière. Tu vois, ce genre de mec, la question elle est vite répondue, tu vois, ce genre de marketing-là, pour pas le citer une énième fois. En fait, c'est tout à fait possible. On t'a fait croire que c'était pas possible, alors qu'en fait, ça l'est. C'est simplement, on va en parler tout au long de cette interview, je pense que tu as pas mal de questions par rapport à ça, mais que tu peux finalement, en diminuant la quantité de persuasion, au lieu de faire 80% de ton boulot de la persuasion, tu fais plus que 20% de ton temps de la persuasion, et le 80%, tu es en recherche et développement, tu développes tes méthodes, tu apprends des choses, tu t'organises, tu testes, tu vois, vraiment tu recherches, et seulement quand tu as trouvé quelque chose, tu le packages. Et
Et finalement, cette méthode-là, elle fonctionne beaucoup mieux, surtout si tu veux créer un business durable. Donc, voilà en gros ce que je fais. Et mon petit slogan, du coup, par rapport à ça, c'est optimise les déclics et pas les clics. Yes, j'avais déjà vu ça sur ton site, c'est assez intéressant ce que tu me dis, puis tu as un parcours qui est assez atypique, tu vois, quand on l'écoute comme ça, tu étais formateur ou coach pour DJ, du coup un truc qui en soi n'a rien à voir avec le marketing, quand on le prend de très loin, et même quand on y regarde, on se demande qu'est-ce que ça a comme rapport la musique et le marketing, et justement en fait, ce que j'avais envie de te demander, c'était que, bah, en t'entendant tout le temps parler de marketing, tu parles tout le temps de marketing, que ce soit en interview, que ce soit dans ton contenu, ou du moins tu vas très très souvent t'en rapprocher, tu vois. C'est un peu comme si tu lançais n'importe quelle discussion et que ça allait revenir sur le sujet de la persuasion ou du marketing. Et moi j'ai envie de te demander, bah, pourquoi en fait? C'est quoi qui t'intéresse dans le marketing? C'est quoi qui fait qu'à l'heure actuelle, ça fait partie de ton positionnement et c'est ce que tu veux apprendre aux gens quelque part, du moins ta manière du marketing, ta vision du marketing. C'est quoi qui t'intéresse là-dedans, personnellement? Ouais, alors déjà, pour répondre à cette question, il faut peut-être définir comment je perçois ce qu'est le marketing, parce que c'est une définition, enfin c'est un mot qui est assez fourre-tout. Yes? Et quand on parle de marketing, souvent on pense aux conversions, on pense aux clics, on pense au copywriting, on pense à toutes ces choses liées à la persuasion. Mais pour moi, ça, c'est pas du marketing. C'est de la vente et de la logistique. Le marketing, c'est avant tout créer une relation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la personne qu'on a en face de soi. Et une fois qu'on l'a comprise, il faut qu'on lui apporte ce qu'elle désire. Donc le marketing, c'est avant tout des outils pour ça. J'aime bien prendre une petite métaphore pour expliquer ce que je fais, une manière différente d'approcher le sujet qui, selon moi, retourne plus à l'essence de cette chose. Si tu veux, alors, je te fais la petite métaphore, la petite histoire comme ça. C'est un mec, un matin, il se lève et il se dit, putain, je vais faire des smoothies verts. Là, il s'est découvert une passion dans son sommeil. Il s'est dit, putain, smoothie vert, je te fais des smoothies verts de la mort. Donc, il va sur Internet et il se met à se renseigner sur les mixeurs. Il va chercher les mixeurs, machin, il cherche sur Amazon partout, les reviews, quel mixeur est le meilleur, machin. Il devient un pro du mixeur, il pourrait en construire un lui-même. Et il finit par acheter un mixeur. Machin, là, 1500 € à étiquette, tu vois, le mixeur, il met ça dans sa cuisine. Et là, il se retrouve face à son mixeur, il se dit, bon, bah, je vais faire mon smoothie vert. Donc, il met de l'eau. Il se gratte la tête, il se dit bon, il faut que je mette des trucs verts, bon, de la salade, il y a du sirop à la menthe, il y a encore des petites herbettes, tout ce qu'il trouve de vert, il balance. Il allume le truc, il met son mixeur à fond, là, c'est un truc à 3 chevaux, là, un machin qui te déchire une étoile filante, le voile spatio-temporel, le machin, c'est The Mixer. Il fait son truc, il boit, et il dégueule dans le lavabo. Et là, éclair de génie, le mec il se dit putain merde, j'ai pas choisi le bon mixeur. Alors il repart en quête de mixeur. C'est évident dans ce cas de figure que le problème, c'est la substance. C'est pas la structure, c'est pas le mixeur en lui-même. Parce que peu importe la qualité du mixeur, si ce que tu mets dedans, si tu mets du pétrole, il va pas en ressortir quelque chose de buvable. Le marketing, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'on nous vend la structure. La page de vente, les étapes de persuasion, les scripts, machin, le tunnel de vente parfait, le business model parfait, qu'il faut faire comme ça marche mieux que comme ça. Certes, le mixeur, dans son essence, un meilleur mixeur avec la même substance te fournira un meilleur smoothie. Mais même avec un mixeur très moyen et tu as la bonne substance, tu auras déjà un smoothie plus que passable. Et c'est là où je veux en venir, c'est que travailler cette substance. C'est comme je disais avant, le cadeau, on travaille ce qu'on met dans le cadeau. Si l'emballage il est un peu moins joli, c'est pas grave. L'important, c'est que quand on ouvre le cadeau, ça fasse plaisir. Tu vois. Et du coup, on va parler de ce cadeau aux autres. On va dire, purée, lui, les cadeaux qu'il offre, c'est génial. Alors, quand je dis cadeau, je parle de formation, je parle de valeur en général, pas forcément gratuit, mais la valeur qu'il y a dedans. Donc, il faut passer un peu moins de temps à packager et un peu plus de temps à délivrer. Et cette substance, c'est là où est mon combat, c'est de dire, ben voilà, en gérant correctement les méthodes, les informations qu'on utilise pour créer ces méthodes, on peut arriver à une substance qui est largement supérieure à ce que fait la concurrence. Et on ne va pas gagner avec les dernières tactiques à la mode de persuasion, mais on va gagner grâce à la valeur, parce que les gens déjà vont parler de nous. Moi, il faut savoir, pour mes coachings, c'est 80% de recommandations. Mais un marketing sans recommandation, c'est un marketing qui ne marche pas. Maintenant, la recommandation, ce n'est pas non plus une stratégie d'acquisition, sauf si elle est délibérément mise en place.
Mais je ne parle pas forcément de faire de l'acquisition par la recommandation, mais je dis que si tu crées de la valeur qui n'est pas partagée, ça va être compliqué dans l'avenir de faire fonctionner ton marketing. Et pour que la valeur soit partagée, il faut qu'elle soit délivrée au-delà des promesses, ce qui est très rare. Voilà mon combat, voilà mon message, et voilà ce que j'aide à faire avec les gens. Et du coup, ta question par rapport qu'est-ce que je kiffe là-dedans, c'est tout simplement utiliser l'outil du marketing à bon escient, sans chercher à voler les gens ou se remplir les poches, mais vraiment pour contribuer avant d'être rétribué. Voilà ma passion. Ok, c'est super intéressant ce que tu me dis sur le marketing, et finalement, en t'ayant écouté pas mal de fois, ça m'étonne pas tant que ça. J'aurais envie un peu d'aller plus loin dans le sujet et vraiment d'aller dans le vif du sujet maintenant qu'on voit un peu ce que tu aimes dans le marketing et ta vision du marketing. Il y a un truc qui va pas être vraiment logique, c'est que tu parles souvent de persuasion naturelle. Et quand c'est pas dit sous ce terme-là, eh bien c'est l'idée que tu veux donner, tu vois, c'est de persuader les gens naturellement. Ouais. C'est quoi que tu veux dire par là en fait? Je reprends ce que j'ai expliqué juste avant. C'est tout simplement quand tu crées de la valeur qui mérite d'être partagée, qui va être partagée. Quand tu arrêtes de te poser, regarde, un petit exemple. On entendra souvent des marketeurs, si tu vas dans des masterminds ou des rencontres, ils vont te parler des vues qu'ils font, du nombre d'ouvertures email, du nombre de clics, du nombre de conversions. Et ils sont focalisés sur cette partie-là. Par exemple, tu entendras souvent des gens qui diront voilà, j'ai augmenté mes taux de conversion, de vente, machin, là. Par contre, une fois que la formation elle est vendue, on entendra rarement un marketeur dire il faut que j'augmente mes taux d'application de la formation. À la place, ils vont dire il n'a pas le mindset. Et ils ne se remettent pas en question. Et ils restent focalisés sur cette partie optimisation de la vente et du marketing, en oubliant finalement la raison initiale de pourquoi ils sont là et pourquoi les gens leur font confiance, c'est leur capacité à les transformer. Et quand tu te mets à réfléchir comme ça en disant ok, c'est quoi la priorité? Quel est le premier truc que je veux optimiser? Moi, en l'occurrence, c'est le taux d'application de mes formations et la qualité des transformations. C'est ça ma priorité absolue. Du coup, quand tu as des formations ou des coachings qui ont vraiment un impact profond sur la personne, tu peux être sûr que cette personne-là, elle va aller dire putain, va chez lui, ça change des merdes creuses qu'on voit partout à gauche, à droite. Mais forcément, si tu mets plus d'attention, plus d'énergie, alors que tu travailles tout seul sur la création de valeur supplémentaire, c'est du temps que tu as en moins pour faire de la vente. D'accord ? Et le problème, c'est que on te dit tout le temps que si tu n'es pas bon en vente, tu ne vendras rien, ce qui fait que les vendeurs te vendent le skills de vente comme étant le truc absolu à posséder. C'est important de connaître la vente. Le copywriting, c'est loin d'être la pire idée de l'apprendre, mais ce n'est pas la priorité absolue. La priorité absolue, c'est ta capacité à réfléchir, à prendre des décisions et à délivrer de la valeur. Et délivrer de la valeur, c'est comprendre qui est en face de toi, qu'est-ce qu'il veut, et lui donner. Et lui donner exactement ça. Et pas faire croire que tu vas lui donner vraiment. Et c'est un vrai challenge, sachant que les gens ont tendance à procrastiner, ont tendance à acheter des trucs bling-bling. Il y a un vrai défi là. Donc la question, c'est comment lui vendre ce qu'il veut et lui donner ce dont il a besoin pour provoquer cette transformation. Et plus tu arriveras à provoquer de transformation chez les gens qui te suivent, plus ces gens-là vont parler de toi et te ramener du monde. Et quand tu vas faire de l'acquisition, Facebook, YouTube, peu importe la stratégie que tu mets en place après, ça va avoir un effet exponentiel. Parce que si chaque client t'en ramène 4 autres, c'est bien. Alors que si, dans le cas contraire, chaque fois que tu gagnes un client, il va rester 3 mois avant d'être saoulé, et du coup, il faut renouveler continuellement ta base, tu vois que sur la durée, c'est plus compliqué, sachant que les coûts d'acquisition augmentent. Autant, tu vois, sur Facebook, les coûts vont augmenter, les coûts de la publicité. Sur YouTube, la même chose. Si tu fais de l'organique et que tu vas devoir passer plus de temps à créer des vidéos qui sont plus chiadées ou plus de contenu, voilà, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, on voit que l'acquisition est de plus en plus compliquée. Moi, quand j'ai commencé en 2012, il suffisait de poster, pour te dire, j'avais dû poster 5-6 vidéos moches, horribles. Si tu vois ces vidéos-là, tu prends feu, je pense. Et pourtant, j'ai eu déjà 2000 abonnés. Aujourd'hui, je fais la même chose dans la même thématique. Si j'ai 50 abonnés, c'est énorme. Donc, on a un coût qui augmente, que ce soit en termes d'argent ou de temps investi pour faire de l'acquisition. Donc,
tu dois absolument mettre en place un marketing qui augmente naturellement par le bouche à oreille. Voilà. Donc c'est ça la persuasion naturelle. C'est organique. Ok. La persuasion naturelle, finalement, c'est comme. J'aime bien prendre des exemples qui sont un peu loin du marketing parce que c'est généralement là qu'on trouve le plus d'humain, tu vois. C'est que maintenant, c'est tellement vu les coachs marketing, les formateurs marketing que ça prend plus vraiment sens. Et moi, un exemple que j'adore, c'est le coach sportif, mais vraiment un peu à l'ancienne, tu vois. Pas à l'époque d'Internet, là où il va être sur YouTube, Instagram, tout ça. Non, non, le coach sportif un petit peu à l'ancienne, et vraiment qui va t'apporter de la valeur, avec qui tu vas avoir une vraie transformation, tu vas perdre du poids, tu vas prendre du muscle, tu vas atteindre ton objectif, et il va te recommander, enfin le client va concrètement recommander le coach sportif, mais partout en fait. Et moi, c'est une vision de la persuasion que j'aime bien, et c'est pour ça que quand tu me parles de ça et quand tu me dis que c'est ta vision de la persuasion, j'aime bien ça parce que toi, tu te bases vraiment sur apporter une vraie transformation aux gens, et en délivrant, c'est le fait de délivrer de la valeur quelque part qui va te permettre d'être persuasif par la suite, tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus persuasif qu'un client qui te recommande et qui te recommande sincèrement. Ouais. Après, il faut faire attention parce que quand je dis délivrer de la valeur, ça ne veut pas dire balancer sans y réfléchir tout ce que tu as à balancer en contenu gratuit. Ouais. On a tendance à croire que c'est ça mon conseil alors que pas du tout. Il faut vraiment comprendre pourquoi tu crées chaque contenu. Tu dois développer la conscience de ton client pour qu'il comprenne la valeur de tes offres derrière. Donc il y a cette notion-là. Donc on ne délivre pas tout gratuitement. Par contre, on aura tendance à délivrer avec plus de consistance et plus de pertinence que nos concurrents. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu délivres avec pertinence, moi je signe mes coachings avec authenticité. Quand tu m'as au téléphone pour signer un coaching, je ne vais pas te faire de promesses, je vais fixer un objectif. Objectif qui peut être atteint ou non. Ça va dépendre de toi, je vais comprendre qu'il a sa responsabilité. Je ne le passe pas à travers un argumentaire de vente parce qu'il est déjà conscient de qui je suis, et quand on discute, on a une discussion comme on a maintenant, et la personne décide ou non à la fin de prendre le coaching avec moi. Et il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'urgence ou quoi que ce soit pour le coup, parce que la relation est déjà établie, la personne sait déjà qu'elle veut travailler avec moi, et on ne fait que clarifier, voir si c'est effectivement une bonne idée ou pas de signer. Et je suis très transparent là-dessus. Si je vois quelqu'un qui dit non, ça ne rentre pas dans ce que je veux faire, ou c'est pas sa absolue priorité actuellement, je le référence chez un ami, à quelqu'un qui j'ai confiance, ou je lui fais une suggestion d'autres produits ou de ce qu'il a à faire en attendant. Et il y a ce côté-là, justement, où ça t'enlève aussi beaucoup de pression, et tu sais que tu as signé des gens qui ont vraiment besoin de tes coachings, tu vois. Enfin bref. Et j'ai vu ce que je disais du coup par rapport à ça, des fois j'ai des blancs. Mais ouais, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu as une valeur qui est pertinente et calibrée, tu as moins besoin de l'emballer de persuasion. Plus tu as besoin de faire de persuasion, plus ton produit est mauvais par essence. D'accord ? Ça, c'est important. Et si tu lis tous les gros copywriters, ils vont dire la même chose, c'est que les plus grandes publicités qui ont fonctionné, à la base, elles avaient déjà un produit de qualité qui intéressait. Tu peux pas avoir un bon... Alors le top, c'est d'avoir le meilleur copywriting avec le meilleur produit. Le problème, c'est que comme tu es au four et au moulin en même temps, tu dois choisir dans quoi tu mets ton énergie. Et passer tout ton temps à essayer d'améliorer ton marketing alors que les méthodes, la substance qui est derrière, ce qu'il y a dans le cadeau, n'est pas développée correctement, bah, tu vas t'éreinter en fait à essayer de vendre des trucs dont tu n'es toi-même pas convaincu. Ouais, c'est super compliqué de vendre des trucs dont on n'est pas profondément convaincu. Hein. Et puis, c'est pas éthique. En plus. Et, ce qu'on ne dit pas. Mais ça fait assez chiant en soi parce que quand on se lance sur le web ou quand on se lance dans l'entrepreneuriat, plutôt dans le business en ligne, tu vois, c'est plutôt dans vraiment la vision web entrepreneuriat business en ligne. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a très souvent la vision, si je veux réussir, il faut que je nique les gens. Ouais. Tu vois, et c'est un truc qu'on retrouve dans plein de business models. C'est un peu cette facilité à se dire, non mais si je veux réussir, c'est que je suis plus malin que les autres, je vais leur prendre quelque chose, je vais leur prendre leur argent, je suis plus intelligent qu'eux, donc je vais les niquer, tu vois, je vais un peu les scammer, quoi. Sauf que le truc, c'est que ça peut marcher sur quelques mois, mais en fait, ça va pas tenir.
que derrière, c'est pas un business viable. Alors, je serais pas aussi manichéen que toi, dans le sens, s'ils sont méchants, ils vont être punis. Parce qu'on a aussi des gens qui délivrent relativement peu de valeur, mais qui sont là depuis des années. Certes, ils ont un business model qui forcément est plus fragile. Après, ça dépend aussi du type de business. Tu vois, si par exemple, tu vends, je sais pas, de la dératisation, les mecs vont pas s'abonner à ta newsletter parce qu'ils sont passionnés par la dératisation. Ils ont une fois un problème de rat ou de cafard ou je sais pas quoi, et ils ont besoin d'un dératiseur. Donc on a beaucoup moins besoin de cette relation de confiance. Les produits sont peut-être moins chers. C'est un problème qui est très urgent, mais qui est unique en fait. Il n'est pas récurrent. Donc ce genre de business-là, c'est déjà moins problématique de faire le gros bâtard, si on veut bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, parce que dans le sens où si tu sers bien ton audience, forcément, bah, tu auras de la recommandation aussi. Mais c'est un peu moins intéressant quand même, dans le sens où le client va acheter qu'une seule fois. Alors que dans le cadre de business plus passion, il y a une relation qui se crée, la personne achète une fois, elle va en acheter une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Il faut savoir que dans ce genre de business, il y a des chiffres. 80% des clients achètent dans les 18 mois, seulement 20% dans les 3 mois. Donc si après 3 mois, tu les as gonflés et que tu as un marketing trop agressif, tu as des chances que tu perdes 80% des ventes dans les 18 mois qui suivent. Donc je ne serais pas aussi manichéen. Il y a les gentils, il y a les méchants. Il faut se détacher de ça et regarder finalement simplement de manière pragmatique quelle action fournit quel résultat et quel coût. Tu vois, par exemple, on parlait en off de l'urgence. Une urgence saine, c'est très bien, c'est important de mettre de l'urgence pour que les gens passent à l'action, mais quand tu commences à gonfler avec des comptes à rebours, machin, genre tu menaces de kidnapper la grand-mère s'il n'achète pas dans les 24 heures, enfin tu vois, des trucs où vraiment ça devient de la manipulation malsaine, d'accord ? À ce moment-là, tu vas commencer à faire fuir les gens. On va commencer à parler de toi comme un de ces gourous maléfiques, un peu, tu vois, le délire. Et voilà, quoi. Enfin, faut le faire avec parcimonie, il faut comprendre. Tu vois, je veux dire, si tu travailles sur la valeur, tu as moins besoin d'utiliser ces mécanismes. Je ne dis pas qu'il faut complètement les rayer de la carte, parce que ça serait du suicide marketing. L'urgence fonctionne extrêmement bien, elle est nécessaire. Tu vois, c'est comme je disais encore une fois en off, tu fais une soirée ce samedi, par exemple, tu dis à tes potes, bah, écoute, il faut me dire d'ici jeudi parce que je dois réserver. Tu as une réelle légitimité à demander sa réponse d'ici jeudi. S'il revient vendredi, tu dis, écoute mec, j'ai réservé 5 places, on est 6. Enfin, c'est trop tard, quoi. Ouais. Puis c'est comme ça, tu tiens le truc et du coup, c'est ça, là, la personne, voilà, bah, peut-être qu'elle peut tirer un peu la gueule parfois. Bon, tu dis, écoute, je suis désolé, quoi, je peux pas faire mieux. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, et finalement, ça revient au concept de faire les choses en consciencieux, en sachant ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu veux avoir un marketing bourrin, on n'est pas là pour dire bah t'es méchant, tu vas te faire punir, quoi. Non, c'est juste qu'il faut le faire en pleine conscience. Et du coup, si tu as un marketing bourrin, bah tu le fais en sachant que derrière tu vas devoir avoir un système d'acquisition qui est ultra solide, que tu vas devoir être très solide aussi sur ton marketing bourrin, parce que c'est pas non plus simple d'avoir tu vois, bien manipuler quelqu'un, c'est pas non plus le truc le plus simple, tu vois, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Il faut toujours en fait faire en fonction de tes valeurs et savoir ce qui va se passer derrière, savoir si tu préfères avoir des clients sur le long terme ou si tu préfères bombarder ta mailing list à coup de 3 emails de vente par jour à la compte, tu vois. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé. Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est même pas le marketing. D'ailleurs, je dis aux gens, dès que vous avez lu 10, 20 excellents livres en marketing et que vous avez décortiqué, quand je dis marketing, ça peut être n'importe quelle discipline, quand vous lisez davantage ou vous apprenez davantage sur cette même thématique, il y a un retour dégressif. C'est-à-dire, le premier livre, tu vas apprendre peut-être 80% de trucs, alors que le troisième, tu en apprendras peut-être 10% seulement. Tu vois, c'est des concepts qui reviennent. Donc, à la place, si tu t'intéresses à d'autres sujets en théorie, tu vas pouvoir développer une vision beaucoup plus généraliste. Tu vois, on dit que c'est pas bien d'être généraliste, je suis pas d'accord, il faut des experts généralistes. Si vraiment tu veux avoir une pensée plus holistique et comprendre ce que tu fais à des niveaux beaucoup plus élevés, c'est indispensable si tu veux développer en maturité et en capacité de réflexion. Donc encore une fois, là, je suis pas d'accord avec ce que raconte
les gens, ça c'est mon expertise, mon cœur de cible en fait d'enseigner ça. Et entre autres, là où je veux en venir, c'est que il y a un modèle qui m'a énormément aidé, qui vient de Nietzsche, le philosophe, qui est le principe de la volonté de puissance. Et il dit un truc extrêmement intéressant et qui en fait, là où on sort du marketing, on même limite rentrer dans de la politique. Je ne suis pas politisé en soi, mais il y a ce concept des gentils et des méchants qui est établi. Genre, les gens qui sont au pouvoir, ils sont forcément méchants, les gens qui sont dans la classe moyenne, ils sont forcément gentils, tu vois. Cette logique manichéenne, qui est blanc ou noir, qui est erronée en réalité. Si tu veux, non, j'ai plus les dates exactes, mais tu vas avoir en fait les aristos qui sont considérés comme, ça c'est l'ancien modèle, qui sont considérés comme l'excellence et le peuple, la plèbe, est considéré comme la médiocrité. Donc on a l'excellence contre la médiocrité. Les excellents qui ont tout, qui ont le succès, l'argent, les femmes, tout ce que tu veux, tu vois, l'archétype, ils appellent ça Überman, tu vois, Übermensch, Nietzsche, donc le surhomme. Ouais. Et du coup, on a la plèbe qui développe une jalousie vis-à-vis de ça et qui dit, bon ben, on peut pas dire que nous on est excellents, eux ils sont médiocres, parce que malgré toute la mauvaise foi du monde, ils se rendent bien compte que c'est pas une argumentation qui tient la route. Donc ils changent le paradigme et ils disent nous on est gentils parce que forcément on n'est pas en train de profiter des autres. Donc eux ils sont méchants. Et on a ce nouveau paradigme qui est arrivé du gentil méchant, mais qui reste un trait de l'esprit en soi. Et ce que dit Nietzsche, c'est le bon, le mauvais, l'excellent, le médiocre n'est que ton propre jugement. Ça veut dire que c'est pas ce que les autres disent qui détermine si ce que tu fais est bien ou mal, mais c'est toi qui le détermine. D'accord ? Donc déjà, quand tu fais du marketing, si on te dit qu'il faut faire X, Y, Z, mais que tu as l'impression que c'est pas une bonne chose, ne le fais pas. Parce que dès que tu trahis tes valeurs, tu perds en confiance en toi, et quand tu perds en confiance en toi, tu perds en capacité d'action et tu perds en résultat. Donc déjà, c'est contre-productif. Et en plus, toi, tu dors mal la nuit, t'es pas bien parce que tu sens qu'au fond de toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu développes un syndrome de l'imposteur. En principe, quand tu as un syndrome de l'imposteur, ou une vraie imposture, plus souvent encore, c'est que tu n'es pas aligné avec tes valeurs et tu sais que fondamentalement, tu prends un raccourci parce que tu veux, par exemple, la liberté, tu veux ce truc-là qu'on t'a vendu, mais en même temps, au fond de toi, tu sais que c'est pas le chemin le plus honnête. Si tu n'avais pas ce problème-là, tu n'oserais pas faire ça, tu vois. Et au fond de nous, ça résonne, mais on essaie de l'étouffer, on parle d'un problème de mindset et on étouffe ça avec un problème de mindset, alors qu'en réalité, c'est un vrai questionnement spirituel qui est important. Donc, commence par mettre de côté tout ce avec quoi tu n'es pas d'accord et apprends à connaître tes valeurs et ce que tu veux. Et tu bâtis autour de ça. Si tu te souviens au début du podcast, quand je me suis présenté avec mon business, j'ai développé des mountains autour de une approche plus spirituelle, autour de quelque chose, autour de mes valeurs, autour de ce que moi j'avais envie de faire, comment j'avais envie de le faire, avant d'optimiser pour l'argent. C'est ça en fait. Et quand tu fais ça, en réalité, tu deviens fier de ce que tu fais, tu es content de ton métier, même qu'il n'est jamais parfait, mais tu es content de ton truc, tu vois. Et là où je veux terminer avec Nietzsche, encore, c'est qu'il dit un truc, c'est qu'il dit en réalité, tout est volonté de puissance dans la nature. Et que quelqu'un qui utilise la morale, c'est-à-dire le bien ou le mal, pour te pointer du doigt et te juger, en réalité, tout ce qu'il fait, c'est qu'il exprime sa volonté de puissance sur toi. À même titre qu'un politicien utiliserait son pouvoir comme volonté de puissance. C'est juste une autre stratégie. Mais les gens qui sont là en train de pointer en disant « moi je suis gentil, eux ils sont méchants », c'est juste une autre stratégie pour faire exactement la même chose. Prendre l'ascendant. Si j'ai pas de conneries, ça s'appelle la morale de l'esclave, et c'est du coup l'utilisation de la morale pour pouvoir pouvoir être puissant à son tour, quoi. Et on confond souvent morale et respect. Le respect, c'est quand tu sors dans la rue, tu vas pas assassiner le passant à côté de toi parce que tu vois, on retombe sur la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Là, il y a le respect. Mais après, la morale, c'est des trucs du style gagner trop d'argent, c'est pas bien. Non. Le problème, c'est la manière dont tu as gagné cet argent. D'accord ? Et encore une fois, la référence à ça, c'est toi-même. Donc, tu peux très bien devenir Hitler. C'est pas bien ou mal, c'est juste un événement pour la nature, mais il y aura des conséquences. Il y aura d'autres groupes qui vont se mettre contre toi pour t'arrêter, parce que fondamentalement, selon eux, tu leur nuis. Mais en réalité, il n'y a pas un bien ou un mal, il y a juste des clans qui s'affrontent et qui ont plus ou moins de violence, plus ou moins, tu vois, qui ont des intentions différentes. Et il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là et
et choisir ton clan à toi, finalement. Qu'est-ce que tu juges juste comme cause? C'est un peu controversé comme point de vue, mais en fait, c'est juste les choses telles qu'elles sont, si tu veux bien. Si on enlève nos émotions humaines, du bien, du mal, tout ça, il y a juste une volonté de puissance de la nature qui veut survivre. Tu regardes par exemple, est-ce que c'est mal que le loup mange la brebis? Non, il va se nourrir. Alors on peut lui donner une excuse, mais en quoi c'est une meilleure excuse de se nourrir que de prendre le pouvoir? Parce que prendre le pouvoir, c'est aussi survivre. Mm, mm, mm. Tu vois? Ouais, non, mais quand tu le prends comme ça, en fait, tu vois que tout dans la nature, c'est de la volonté de puissance. Ah, et Et c'est alors extrêmement certes, on n'est plus controversé. un état, Je on dis n'est pas plus un qu'il faut. état naturel, tu vois, mais on le Ouais, retrouve quand même. Mm, mm, mm. il faut pas. Je dis pas Ouais. qu'il faut acheter des tanks et commencer à tuer tout le monde. Encore une fois, Mm, parce mm, que je mm. suis convaincu d'une chose, c'est quand on écoute vraiment nos vraies valeurs qui sont enfouies en nous et qu'on arrive à se. Parce qu'en fait, pour réussir à appliquer cette théorie-là, il faut avoir une volonté de faire énorme et être capable de dire non. Euh, Tu prends par exemple Mel Gibson dans Braveheart, le film, à la fin, quand, on, quand les mecs vont lui dire écoute, soit tu avoues que tu avais tort et on te tue immédiatement, soit on te fait souffrir. Et là, il gueule un truc du style pour la liberté ou un truc comme ça. Et du coup, il le bute gentiment. Tu vois, le mec, il va pas retourner Mm, sa veste au dernier moment parce qu'il a une force de caractère. mm. Et en réalité, pour respecter tes valeurs, ça va demander du courage. Si par exemple, tu dis moi, je suis quelqu'un d'honnête, tu dois être fondamentalement extrêmement courageux pour être tout le temps ou majorité de ton temps dans ce courage. Parce que c'est facile de dire la vérité quand tout le monde est d'accord, mais quand personne n'est d'accord avec toi, mais que tu penses que c'est la chose juste à faire, là, tu as besoin de courage. Donc, tu as besoin d'une force d'esprit pour devenir quelqu'un de juste, en fait. Tu vois? Et c'est là, le vrai point de référence, finalement. Je ne sais pas si j'ai été très clair, ça sort un peu, c'est un peu méta, mais c'est des modèles que dès que tu comprends, la manière dont tu fais du business, dont tu réfléchis, est impactée à des niveaux bien plus profonds, en fait. Ouais, c'est ultra intéressant en fait que tu me parles de ça. Parce qu'en fait, vu de l'extérieur, si là, je sais pas, je viens voir n'importe qui, un mec random dans la rue, je lui dis tac, j'ai fait une interview sur le marketing, euh, on a parlé de morale, une interview avec un marketeur, on parlait de marketing, et on a parlé de morale et de Nietzsche, et d'autres choses du genre. Il va me dire, mais, bah mec, t'étais hors sujet, genre, c'est quoi le Mm. fucking rapport? Alors qu'en fait, toi, dans ta vision du marketing, et c'est une vision de marketing que je partage en certains points, c'est que tu te bases vraiment sur, ouais, quelque part, pour être un bon marketeur, et j'ai l'impression que ce qui ressort dans ton discours, tu peux me dire si je me trompe, c'est avant tout connaître tes valeurs Mm-hmm. et Bah, rester aligné avec. tu trouves ton audience quand tu te trouves toi-même. Je ne sais plus qui disait ça, c'était un grand écrivain, je ne sais plus le nom. Il faut comprendre qui tu es, quel est ton centre, quelle est ta cause, et tu construis un business autour de ça et tu t'adresses aux gens par rapport à ça. Et tu as d'autres personnes qui auront une cause similaire, une vision similaire et qui vont résonner avec ta cause. Mm. Ça sert à rien de chercher un positionnement quand tu t'es pas trouvé toi-même. Enfin, je dis pas que ça sert à rien, mais il faut comprendre qu'il y a des itérations et il faut pas trop forcer le truc. Après, c'est une manière de faire, c'est pas la seule, mais si vraiment tu veux un business passion et kiffer ce que tu fais, il faut commencer par comprendre ce que tu kiffes toi avant de mettre la couche marketing par-dessus. Qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce que tu veux changer dans ce monde? Pourquoi tu as envie de te battre? Qu'est-ce qui te passionne? Et puis ensuite, qui c'est qui est dans le même cas de figure et comment tu peux les aider en incarnant cette cause. Mais après, cette cause, elle peut être transversale. Tu peux la retrouver dans le sport, tu peux la retrouver dans 10 positionnements différents, dans Bien ta sûr. manière de faire tes hobbies, les types de personnes que tu fréquentes. C'est une cause qui est agnostique de contexte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à un contexte en particulier. Mais elles sont les fondations, ces valeurs, de tout le reste. Ça paraît un peu, ça peut bébête comme conseil, tu vas me dire, parce qu'on entend partout trouver ses valeurs, définir ses valeurs. Mm, Mais mm, mm. sans ça, tu n'as pas vraiment développé la maturité suffisante pour obtenir des gros résultats durables. Et c'est dangereux aussi quand on a quelqu'un qui manque de sagesse, qui a un certain pouvoir. Donc c'est aussi pour ça que je défends cette idée-là. Ouais. Avant de trouver un positionnement, vraiment trouver ses valeurs. Mais Et c'est pas avant, parce que c'est mm, ça aussi que je veux dire, c'est que c'est pas chronologique, genre tant que j'ai pas résolu ce problème, je peux rien faire d'autre de ma vie. Non, ok, parce que c'est vraiment, ok, je lance un business, mais même je suis pas encore au clair avec mes valeurs. L'important, c'est que je les écoute et par itération, je vais les découvrir et me recalibrer et m'adapter en fait. mm, Mais c'est réussir à plutôt se dégager de l'autorité perçue. Par exemple, quand tu as un autre formateur qui te dit tu dois faire comme ça pour avoir des résultats, bah, si toi ça sonne faux pour toi, c'est que c'est pas la méthode pour toi. Donc tu prends du recul, tu dis non.
ça je veux pas. Et tu te mets à la contrainte de dire ça je ferai pas parce que ça ne me correspond pas. Et il y a d'autres méthodes, il y a des millions de façons d'arriver. Il y a des manières qui n'ont encore pas été inventées. Il y a une manière qui te correspondra pour toi et seulement pour toi. Et c'est cette méthode-là que tu dois trouver en fait. Et toi, pour c'est ça, des il faut choses commencer. que tu as vécues? C'est-à-dire C'est des choses, c'est des moments que tu as vécu ou que tu es en train de vivre, vraiment un peu ce moment où tu te recherches, où tu essayes de te connaître plus en détail. C'est des trucs que tu as vécu qui t'ont marqué en fait? Ouais, alors c'est un processus. Pour moi, c'est un processus de vie, quoi, jusqu'à ta mort. Mais il faut vraiment voir ça. Il y a Carl Jung qui parle de principe, c'est un modèle mental intéressant, qui est le circumambulation. Je sais pas comment tu dis en français, circumambulation. Je sais pas si tu as déjà vu ces labyrinthes en rond avec un centre. Ouais. En fait, en gros, la quête de sens dans la vie, elle se fait en cercle comme ça, comme un labyrinthe. Mhm. Et si tu veux, tu vas passer plusieurs fois par les mêmes étapes, mais avec chaque fois un nouvel angle de vue. Tu auras pris de l'expérience entre un tour et un autre. Tu refais un tour de manège, hop. Mais la deuxième fois que tu revois le même paysage, les mêmes problèmes, tu les vois avec une nouvelle maturité. Et du coup, tu t'adaptes et tu te rapproches de plus en plus du centre. C'est pas une ligne droite, c'est vraiment comme un point de gravité auquel tu tournes. Et tant que tu cherches pas à t'en rapprocher, tu vas continuer à tourner, tu seras dans ta boucle. Mais dès que tu écoutes ce centre et que tu essaies de le comprendre, parce que chaque fois que tu fais un passage, tu as des nouveaux indices pour trouver ce centre où il est, tu vas pouvoir t'en rapprocher. D'accord ? Et dès que tu as trouvé ce centre, tout ce que tu construis autour aura beaucoup plus de stabilité. Parce que regarde, c'est un peu abstrait, mais si tu construis un truc qui fonctionne, mais seulement sur un pan du cercle, dès que tu es dans cette humeur-là, dans ce contexte-là, ça va marcher, mais dès que le point continue d'avancer, qui sort de cette zone-là, tu es de nouveau désynchronisé. Tu vois, par contre, quand tu crées quelque chose qui est en parfaite synchronisation avec le centre, ben, peu importe où tu es sur le cercle, tu es synchronisé avec. Tu vois, c'est un peu abstrait, mais c'est des modèles comme ça. Et en fait, en gros, tu cherches un sens et tu cherches une consistance dans ce sens. Je vois souvent, tu sais, quand tu démarres un business, les gens ils se lancent dans un truc, puis un autre, puis ils changent d'avis tout le temps, encore et tout le temps. C'est ça, c'est parce qu'en fait, ils sont qu'à moitié alignés. Et enfin, tu vois, moi j'ai fait de la persuasion, j'ai parlé d'apprentissage, j'ai parlé de différentes choses, mais d'un coup, la persuasion, ça me gonfle. J'ai envie de parler d'apprentissage, mais du coup, c'est plus mon positionnement. Puis après, j'ai envie de parler de marketing. Ah, mais tiens, mais j'ai pas commencé envie de parler de monter des tunnels de vente, c'est pas mon délire. Et je trouvais jamais ce centre dans le marketing jusqu'au moment où je dis, mais attends, moi, mon délire, c'est cette substance, c'est cette valeur. Et c'est transversal à tous ces sujets-là, en fait. Gérer cette information, la transformer en valeur, délivrer, transformer les gens, utiliser tous les outils à disposition pour faire ça. C'est ça mon délire. Et du coup, j'ai tous les sujets qui sont regroupés. Par exemple, il y a Steve Jobs qui appelle ça Connect the Dots. Tu le fais rétrospectivement. Tu trouves toutes les choses que tu kiffes et tout d'un coup, en son centre, tu trouves la passion, le truc qui t'anime. Et à ce moment-là, tu es déjà solide avec toi, ce que tu sais que tu veux. Et ça devient beaucoup plus facile de trouver un positionnement qui est durable. Je ne sais pas si c'est très clair. Ben, je vois en quelque sorte ce que tu me dis, mais ça marche comment, par exemple? Comment ça a marché chez toi? C'est vraiment un travail au fur et à mesure, comme des espèces de petites pièces de Lego que tu viens embriquer et assembler au fur et à mesure des jours, Ouais, des mois et des années? Ou c'était vraiment des moments où des fois tu avais l'impression de faire un plus 50 points d'un coup suite à un moment de ta vie? les deux. En fait, tu mets des pièces, tu les enlèves, tu recombines le truc, ça marche un peu, mais pas tout à fait, ça s'écroule, tu recommences, et à un moment donné, bam, tu as un déclic, tu comprends un point qui converge, et là, bim, d'un coup, tu as un saut de résultat assez gigantesque, et tu recommences, et tout d'un coup, tu as un nouveau saut, tu vois. Mais tu le fais par expérimentation. Si tu te mets aujourd'hui devant une feuille blanche et te dire il faut que je trouve le sens à ma vie, tu seras bloqué, ça, c'est pas possible. Il faut que avec les infos que tu as à ta disposition maintenant, tu construis quelque chose, tu vois ce qui te fait chier, tu vois ce que tu kiffes, et tu recommences et tu calibres, et à un moment donné, tu auras trouvé ton truc. Moi, ça m'a pris 4 ans pour trouver Demon Pine exactement ce que je kiffais. Toi. Je trouvais ça en 2020, 4 ans. Donc, j'ai lancé en 2016, en 2020, j'ai trouvé. Et encore, il y a de la micro-calibration. Mais j'ai vraiment fait tu vois, j'avais le luxe de pouvoir faire cette recherche. Tu vois, je me suis dit, bah, tiens, je me mets à fond là-dessus, même si je gagne rien dans l'année, c'est pas grave. Je pouvais le faire, tu vois. Du coup, ça a accéléré peut-être un peu le processus. Mais il faut être dans cette optique, à mon sens, sinon regarde, on est un peu méta là, mais j'espère que ça plaira à ton audience, mais
Yes. Mais tu regardes quand tu observes les moldus, c'est-à-dire tu vois, les salariés, les gens qui vivent leur vie sans trop essayer de mettre de l'ordre dans les pièces de leur vie, ils vont avoir des parties de leur vie cloisonnées. Il y a le travail d'un côté avec les collègues, il y a la vie perso d'un autre côté, avec on peut sortir le soir des gens, il y a sa famille, il y a son sport, il y a les loisirs. Elles sont toutes des pièces qui sont finalement un patchwork. Et ils n'ont pas vraiment de centre, ils ont juste rempli les vides avec différentes choses. Alors des fois, ils trouvent un certain équilibre, des gens, ils ont naturellement trouvé leur sens comme ça, mais la majorité des gens se sentent vides, se sentent creux, et ils essaient de remplir les vides avec des possessions d'autres personnes, tu vois, du statut, enfin peu importe. Alors que quand tu trouves ton centre, tu te mets à organiser toute ta vie autour de ce centre-là. Le sport que tu fais, les gens que tu fréquentes, le type de travail que tu emploies, le type de loisir. Tu regardes, quand tu rencontres des gens qui ont du succès, c'est pas systématique, mais très souvent, ils font du sport pour avoir de l'énergie pour leur business. Il y a des gens qui rencontrent, c'est des gens qui sont comme eux, qui sont aussi souvent dans le business. Tu vois, il y a un équilibre, un centre. Ouais, et tout vient converger en ce centre. Exactement. Et ça, c'est. Après, il y a des trucs qu'il faut comprendre, c'est que les choses évoluent quand même d'une certaine mesure. Le contexte évolue, toi-même, tu grandis. Ce centre va un peu bouger aussi. Mais il y a un centre absolu, je suis convaincu, qui dure toute la vie depuis son enfance, qui est conditionné, qui est là. Et par exemple, moi, le truc que je kiffe vraiment, le centre que je kiffe le plus, c'est toutes les informations qui viennent me donner plus de pouvoir sur la réalité. C'est le truc. Et transmettre ça, pour moi et aux autres, c'est le truc qui me fait kiffer à mort. Voilà. Chacun a son délire. Et il faut le trouver, tu vois. Et du coup, tout ce que je construis, c'est est-ce que ça me donne plus de pouvoir sur ma réalité? C'est énorme ce que tu me dis là, c'est ultra intéressant. Et toi, c'est quoi les déclics un peu qui t'ont permis de partir dans cette recherche et d'atteindre un petit peu d'arriver à ce point là où tu sais un petit peu le centre de ce que tu aimes, quoi. J'aurais pas une chose à te donner comme ça. Il y a eu un gros déclic dans le milieu de l'apprentissage. C'est quand j'ai réalisé que le développement personnel, c'était de la foutaise. Il y a 2-3 bons trucs, mais majoritairement, c'est du bullshit. Je le dis clairement. Dès que tu dis développement personnel, j'ai pas envie d'acheter. Parce que je sais que ça va me remplir le cerveau. J'en fais depuis que j'ai 16 ans du dev perso. Donc ça fait plus de 15 ans, j'ai 33 ans aujourd'hui. J'en ai fait pendant presque 10 ans. J'ai essayé 1 million de trucs. Et il y a une chose qui fonctionne, c'est le journaling. Les affirmations dans ton jardin, ça marche pas, les machins. Après, il y a des trucs de base, tu vois, qui sont bien, genre méditer, ça peut être utile comme pas, ça dépend de la personne, mais ça aide au focus. Puis ça a des effets plus limités que ce que veut bien. Encore une fois, c'est de la promesse. Mais il y a ça, il y a. Alors, il y a 2 livres, moi, que je recommande, même 3, on va dire. Il y a Psycho-Cybernetics. C'est un docteur qui a écrit, un chirurgien qui a écrit ce bouquin. Du même acabit, il y a Release Your Brakes, donc relâche les freins, de James Newman, je crois, je ne sais jamais son nom, Newman. C'est plus un livre qui se vend aujourd'hui, je crois, mais tu trouves des PDF sur Internet. Qui en fait, quand tu lis ce truc, tu comprends d'où vient le dev perso, le reste, en fait. Puis là, il y a des concepts psychologiques intéressants. Et puis, Apprendre la perfection, de Tal Ben-Shahar, que j'ai trouvé vraiment excellent, surtout pour les perfectionnistes. Il t'apprend à être un optimaliste plutôt qu'un perfectionniste, et du coup, ça te déverrouille. Il y a des exercices. Encore une fois, il n'y a rien de magique. Mais voilà, bref, le dev perso, je me suis rendu compte, il y a plein d'études, de trucs, machin, qui sont complètement à l'ouest. Tu vois, genre parler aux cristaux, si tu envoies de la bonne humeur aux cristaux, ils seront bien alignés. Si tu envoies de la colère, En fait, ils ont essayé de reproduire ce genre de... Donc en conditions contrôlées, ils ont essayé de reproduire cette expérience-là. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était des foutaises. Si tu veux, le mec, par exemple, ce qu'il a fait, c'est que il n'avait pas de mauvaise conscience en le faisant, il n'avait pas de mauvaise intention, mais il a pris des clichés de l'eau quand il disait de l'amour, qu'il envoyait de l'amour, et l'autre cliché quand il envoyait de la haine. En fait, dans son envie de prouver ses dires, il y a eu le biais de confirmation, et il a choisi les 20 plus beaux clichés pour l'amour et les 20 pires pour la colère, tu vois, pour la haine. Et du coup, quand il compare ça, il dit voilà, il y a bien vraiment une vraie différence. Mais en réalité, si on prend les 20 pires auxquels on a envoyé de l'amour et les 20 meilleurs auxquels on a envoyé de la haine, on inverse en fait les résultats.
Et voilà. Et ça a été démontré, tu vois. Et du coup, quand tu as une sensibilité scientifique et que tu t'intéresses à tous ces phénomènes, genre, tu vois, tous ces mecs qui disent qu'on a compris des choses que la science n'a pas compris, genre, ça veut dire qu'il y a des millions et des millions de recherches, d'euros, de dollars de recherche qui finalement, face à un mec, ils font pas le poids, tu vois, c'est un peu chelou déjà. Alors après, on a l'argument du oui, mais les conspirationnistes, machin, tu vois, le truc, les recherches, c'est des vendus, ce qui est vrai aussi des fois, on paye des recherches pour prouver des choses qui sont pas vraies, tu vois, et on fausse les résultats comme ça, c'est vrai aussi. Mais il faut pas voir encore une fois tout noir ou tout blanc. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu vois une promesse sur Internet, pars du principe qu'elle est fausse. Ok. Si tu vois une information, pars du principe qu'elle est fausse. Sois suspicieux de tout. Je suis désolé, il y a un camion. Pas de Tout, si. tout ce que je te dis là, chaque chose que j'ai dit, ne prends pas pour acquis. Vérifie. Fais-toi ton propre avis. Mais autant être buté et dire non, il raconte de la merde, comme te dire putain, c'est génial. Dans les deux cas, c'est une mauvaise idée. Il faut être sceptique à bon escient. Il faut dire ok, ce qu'il me dit là, est-ce que je peux aller vérifier ce qu'il a dit, les sources, machin, comment je peux l'appliquer, est-ce que je peux faire des tests pour vérifier si ce qu'il me dit là, ça peut me servir ou pas. Tu vois, il faut remettre en question, il faut critiquer l'information pour comprendre cette information. C'est intéressant. On croit qu'on comprend les choses, on croit qu'on est face à des sources de qualité. Généralement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gros gourous sur le web qui sont des gourous par chance, plus que par expertise. Et ils ont la preuve sociale qui va avec pour appuyer leur dire et ils te racontent n'importe quoi. Eux-mêmes, ils n'ont pas forcément une mauvaise volonté, hein, c'est juste qu'eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas si compétents que ça dans ce qu'ils te racontent. Quand tu as un mec qui a fait par exemple qui a acheté de la crypto pendant un mois, il a testé le truc, il te fait une formation derrière, je suis désolé, c'est pas de l'expertise. Tu n'achètes pas une formation comme ça parce que non seulement ça va te faire perdre du cash, mais en plus, ce qu'il va t'enseigner, ça sera des modèles mentaux qui seront majoritairement faux ou incomplets. Donc en fait, tu es plus en train, même si moi on me payait pour suivre cette formation, je dirais non, parce que je sais que l'information qui me serait donnée, elle viendrait polluer mes modèles mentaux. Et donc, du coup, je régresserais. Je perdrais du temps pour régresser et de l'argent. Donc, ce que tu mets dans ton cerveau, c'est comme manger un McDo. Tu vois, c'est pas parce que tu te nourris que c'est forcément une bonne chose. Ouais, putain, c'est intéressant ce que tu me dis. Pour revenir un petit peu en détail, et comme tu me l'as suggéré de critiquer ce qui arrive, ou du moins les informations qui viennent à nous. C'est-à-dire que par exemple, là, quand tu vas critiquer des développement personnel, ce que tu critiques exactement, c'est plutôt les outils, si je me trompe pas. C'est-à-dire Dans ton approche, j'avais l'impression que le point de ta critique, c'était principalement sur les outils. Tu vois, quand tu me parlais par exemple d'affirmation positive, tu vois ce que je veux dire, les outils qui vont te permettre de les te méthodes, développer du coup. Ouais, les méthodes, si tu préfères. Les méthodes. Les promesses aussi. Parce que tu sais, Ouais. surdélivrer, c'est jamais que sous-promettre, c'est la même chose. Mais en général, on surpromet et on sous-délivre. En fait, le développement personnel, ça a beaucoup de soucis. Moi, il y avait une réflexion que j'avais eue là-dessus. Je sais plus si c'était avec quelqu'un ou tout seul dans ma tête un soir dans mon lit. Mais c'est que le développement personnel, concrètement, c'est un truc dans lequel il y a beaucoup de marketing. Logique. Et souvent, en fait, quand tu regardes dans le développement personnel, et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un peu de mal, c'est que pour vendre un produit dans le développement personnel, ou une méthode, n'importe quoi, eh bien, tu vas la vendre du coup à quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, qui va pas se sentir heureux. Okay, je dis toujours, hein, si tu veux voir les gens les plus malheureux, tu vas dans les salons de bien-être. Ouais, c'est ça. Exactement, tu vois. Tu n'as pas besoin d'aller hyper loin. Tu vas avoir des gens ultra malheureux. Et en fait, le problème, c'est que quand tu vends une méthode ou un produit dans le développement personnel, tu es censé rendre la personne heureuse. Okay, sauf que le problème, c'est que si la personne elle est heureuse, elle n'a plus de problème. Du coup, elle va plus acheter chez toi. Du coup, c'est pas un bon client en fait, parce qu'il tient pas sur le long terme. Donc, tu as intérêt en fait à vendre une méthode dans lesquelles tu vas donner des résultats, mais tu vas créer des nouveaux problèmes. Je ne sais pas si tu as vraiment besoin de créer des nouveaux problèmes, parce que forcément, quand tu passes une étape, il y a naturellement des nouveaux problèmes qui émergent. Donc, en réalité, la personne qui résout un problème, déjà, ce qui se passe, c'est quand une personne achète une formation, en principe, elle ne résout pas son problème, parce que déjà, elle n'applique pas le truc.
Ouais. Ou alors la formation, elle n'est pas bonne, ou les deux. Mais si elle résout son problème, il y a des nouveaux problèmes et plus complexes qui arrivent. Donc, ils seront aussi plus chers à résoudre. Donc, tu n'as pas besoin de créer des nouveaux problèmes. Il faut juste comprendre les nouveaux problèmes qui vont émerger et servir des nouvelles solutions pour les gens qui ont gravi une étape. Tu vois, je peux pas te créer des problèmes dans la vie, à moins que si je me pointe chez toi avec une batte de baseball et que je te défonce les genoux, là, je vais te poser des problèmes. Mais autrement, créer des problèmes. Alors, je peux t'éduquer sur des problèmes existants. Puis déjà, c'est pas évident de faire ça. Le copywriting est plus difficile. Ouais. Mais au-delà de ça, on ne crée pas des problèmes. Après, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on dit comme ça, parce qu'on va aussi taper sur les formateurs en mode, vas-y, ils te vendent leur merde. Tu vois, on entend la même chose chez Apple. Tu achètes un produit et puis après, tu es obligé d'acheter tout le reste. Ouais, mais c'est parce que leur écosystème, on peut en dire ce qu'on veut, l'expérience utilisateur, si tu aimes cette expérience utilisateur, tu la veux dans tous tes produits, donc tu achètes chez Apple et en fait, ils ont un super positionnement avec une super ergonomie et ça marche. Il y en a qui n'aiment pas du tout, bah, ils n'achètent pas et puis voilà, puis ça crée une guéguerre et puis voilà, c'est une guerre intéressante ou pas. Mais Apple ne vont pas te créer des problèmes pour que tu achètes leur autre outil, c'est juste que tu es OK avec ça. Tu vois, si tu avais essayé sur appareil, c'est de la merde, tu n'aurais pas acheté un deuxième chez eux. Ouais. Bah, c'est vrai que le mot l'expression créer des problèmes était peut-être abusé, mais c'est plutôt le côté et qu'on retrouve dans pas mal de trucs. C'est par exemple, disons que tu m'apprends à monter un business. Eh bien, si tu m'apprends à monter un business, je vais continuer à être client chez toi parce que derrière, je vais peut-être avoir d'autres problèmes. Je sais pas, par exemple, je vais devoir gérer le côté euh, administratif de mon business. Tu voudrais avoir des nouveaux problèmes et du coup, voilà. du style. Toi, si par exemple, tu viens en coaching chez moi, par exemple, on bosse ensemble, on te fait passer, je sais pas, à 50K par mois. Tu as des nouveaux problèmes. C'est des problèmes que tu veux ou pas? Ouais, bien sûr. Genre, par exemple, ouais, non, mais oui, c'est comme je pense pas le problème classique, genre en mode je sais pas comment investir mon argent. Quoi. C'est Ouais, bah voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, mais tu as de l'argent pour payer quelqu'un pour t'expliquer comment investir ton argent. Donc, ouais, je sais pas s'il y a un réel débat à avoir là-dessus, en fait. Ouais, Alors, je bah, comprends c'est pas. juste que dans des personnage, je trouve ça assez pervers. Quoi. Après, tu peux faire croire aux gens tout et n'importe quoi. Et c'est peut-être ça que tu voulais dire. Et effectivement, mais c'est valable en marketing, la même chose. Il faut bien penser, en fait, c'est une industrie. Le fond du développement personnel, l'idée de base du développement personnel, je suis totalement d'accord. Le dépassement de soi, s'améliorer, on est d'accord là-dessus, sur l'idée de fond du dev perso tel qu'il est originellement. C'est juste que toute l'industrie qu'on a rajoutée par-dessus, qui est venue pourrir ça, en fait. Et c'est la même chose avec le marketing. Parce qu'en fait, le marché, on lui donne ce qu'il achète. Et du coup, ce qu'il achète, c'est rarement ce dont il a besoin. Donc, du coup, il y a vraiment un biais sur le marché qui est créé parce que tu vois, 90% des programmes en business, c'est du marketing. Et dans 80% de ces programmes marketing, c'est pas du positionnement, non, c'est comment faire de l'acquisition, majoritairement, comment capturer des emails, tu vois, parce qu'en fait, on est sur le front du problème. C'est-à-dire que c'est plus facile de vendre des solutions directes. Genre, j'ai pas d'inscrire à ma mailing list, donc il me faut un système pour avoir plus d'inscrits à ma mailing list. Mais la personne qui est un minimum intelligente, elle comprend que si elle n'a pas d'inscrits à sa mailing list, c'est pas forcément parce que sa squeeze page, elle n'est pas bonne, sa page de capture. C'est généralement parce que son positionnement est mauvais, ou parce que la valeur qu'elle délivre, elle n'est pas correcte, ou pour diverses raisons plus profondes. Tu vois, peut-être que typiquement, tu as les taux d'application de tes formations qui ne sont pas suffisants. Donc, et du coup, le message est donc peut-être pas très clair à ce niveau-là déjà. Et du coup, tout le reste de ton marketing est pété. Le truc, c'est que si tout le reste de ton marketing fonctionne, mais que tu as juste des problèmes de capture sur une squeeze page en particulier, là, tu as un problème de squeeze page. Mais si tu n'as pas de trafic, que tu n'as pas de mailing list, que tu as du mal à vendre tes produits, tu n'as pas un problème de squeeze page, tu n'as pas un problème d'acquisition, tu as un problème de conversion, et même plus profond, peut-être un problème de valeur, très probablement de valeur et de positionnement. 90% du temps, quand je coach des gens, ils ont un problème de valeur et de positionnement. Mais ce genre de produit-là, ce n'est pas sexy, on ne les vend pas. Donc, on va faire 90% de ventes sur de l'acquisition, sur de la capture et un peu sur de la conversion. Et les gens, quand tu te formes toi-même au marketing et que tu regardes les offres qu'il y a, tu as l'impression que toute la problématique, elle tourne autour de ça parce que tu vois que des formations du style. Alors qu'en réalité, c'est des formations que seuls les débutants achètent. Bien sûr. Et du coup, le débutant, il est là, il croit qu'il a le stuff, mais en réalité, il est à côté de la plaque. Et quand je prends les gens en coaching, je commence par leur désapprendre tout ça. On dit oublie tout ce que tu as vu en formation et tout. On va parler du vrai stuff, du stuff qu'on parle en professionnel. C'est pas sexy, c'est chiant, un truc qui vont te péter les couilles, c'est comme ça. On va passer au travers, et dès que tu seras passé au travers, que tu auras compris le truc, à ce moment-là, bah, tu pourras t'approprier ton business et puis prendre des décisions intelligentes alignées à tes valeurs.
Mm. C'est assez intéressant ce que tu me dis et ça fait écho à tout ce dont on a parlé en fait dans cette interview. Et j'avais envie de revenir un petit peu plus en détail parce que ce que moi je peux me dire en t'écoutant parler et du coup ce que je pense les gens de mon audience, la personne moyenne de mon audience type, peut se demander, c'est tout simplement concrètement qu'est-ce que je fais. C'est bien beau de trouver des valeurs, euh, trouver un bon positionnement, en fait traiter ce problème profondément, mais concrètement quelles sont les choses que je fais, parce qu'en plus d'être quelque chose de pas sexy, c'est quelque chose sur lequel on est vite perdu. Du coup, toi, c'est quoi que tu conseillerais à ces personnes-là, en fait? En fait, le conseil, il est toujours relié au contexte. Donc, je ne peux pas te donner des étapes à faire sans connaître le contexte spécifique. Déjà, si tu es un créateur Mm, ou un freelance, ou puis après, quel type de bien freelance, quel sûr. type de créateur. Il y a des choses très spécifiques et donner en fait des étapes, faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. En fait, ça serait te bloquer dans un modèle qui ne fonctionnerait probablement pas pour toi et ton contexte. Donc, c'est vrai que c'est des questions de fond, c'est des grandes réflexions, mais en réalité, après, si tu me donnes un contexte, peut-être je pourrais te donner 2-3 idées, mais Mm, c'est vrai que c'est mm, plus, si je veux connecter ces modèles concrètement, il faudrait que j'observe la situation de la personne et que je fasse les liens en disant, regarde ce que je t'ai expliqué là, c'est la volonté de puissance, voilà comment ça se trouve dans ton business. On pourrait même trouver ouais. des exemples de volonté de puissance sur ta squeeze page, par exemple. Tu vois. Ok. Donc si tu veux spécifier la question un peu plus pour donner un exemple, pourquoi pas. Je suis assez frileux à donner des étapes parce que justement, il n'y a pas d'étape. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Il y a ce qui marche, il y a ce qui ne marche pas, mais par rapport au contexte, ce qui marche pour moi ne marchera pas pour toi. Et on fait Mm, croire aux gens justement qu'il y a des méthodes clés en main pour réussir un business. C'est faux. Il y a des méthodes clés en main pour t'entraîner, pour comprendre les ficelles du métier. C'est vrai. Mais pour vraiment obtenir les résultats que tu veux, tu dois penser par toi-même et créer tes propres méthodes, ta propre manière de faire. ok. Je ne sais pas, toi, est-ce que j'ai peut-être mal compris ta question du coup ou... Non, tu as très, très bien compris ma question et finalement, ça me va très bien de ne pas donner un exemple précis parce que ça reflète totalement ta pensée. Mm. Et ce que tu me dis, je pense qu'on est allé vraiment deep en termes, euh, en termes de marketing, du moins sur ta vision. On a bien introduit cette vision-là. Et je pense que pour la suite de l'interview, j'aimerais peut-être un peu dézoomer du marketing brut et parler de quelques autres sujets, si ça te va, qui, Vas-y. euh, qui ont fait un peu écho, que j'ai noté suite à tout ce que tu m'as dit là pendant presque 1 heure, bientôt. Déjà, tu m'as parlé de journaling. C'est marrant parce que du coup, Egon aussi m'a beaucoup parlé de journaling. C'est une interview, un mec que j'ai interviewé il y a vraiment pas longtemps. Et c'était super intéressant de l'entendre parler. Et moi, j'ai envie de savoir comment toi, tu pratiques le journaling, quels bénéfices t'en tires et pourquoi est-ce que c'est si important pour toi, pourquoi c'est un des outils c'est un outil typique de dev perso, tu vois. C'est un truc qu'on dit tout le temps, tu te positionnes contre les méthodes de dev perso, Ouais. euh, et pourtant tu le pratiques. Pourquoi? Alors, C'est quoi les bénéfices que tu vois là-dessus? Dis-en-moi plus. déjà, pour moi, le journaling, avant d'être une méthode de développement personnel, c'est une méthode scientifique qui est déjà donnée par les psychologues, par exemple, parce qu'on a vu les réels bénéfices d'une telle pratique. Il Mm. faut comprendre, alors il y a un gros modèle qu'il faut comprendre quand on est créateur ou penseur ou entrepreneur, c'est que si c'est que dans ta tête, c'est pas clair. Tout ce que tu Mm. n'as pas écrit sur papier, c'est flou, ça sert à rien. Tu dois clarifier. Tu as besoin de poser par écrit pour comprendre un sujet. Mm. Et le journaling, c'est clarifier par écrit tes propres pensées sur toi-même. Donc c'est ce qu'on Yes. appelle la métacognition. Donc on va simplement, tu peux le faire par écrit, sur ordinateur, peu importe. Moi, j'aime bien le faire sur ordinateur parce que je tape assez vite, donc du coup, je peux suivre le flow de mes pensées plus facilement. Et après, il Mm. faut tester, hein, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et de Mm. simplement verbaliser, écrire ses pensées. Parce que, regarde, tu as un flot de pensées, mais tu as une idée, elle est passée. Tu en as eu 2 autres, tu en as encore 5, encore 10. Et puis, pour t'en rappeler, pour revenir dessus, des fois, tu n'arrives pas en fait, les attraper, tu vois, tu n'arrives pas à les clarifier. Elles passent, elles Mm. sont au fond, et ces pensées, elles provoquent les émotions que tu ressens, elles provoquent beaucoup de choses, en fait,
des questionnements, tu as des trucs des problèmes qui te semblent insolubles. Et quand tu les poses sur papier, quand tu suis en fait, tu suis juste ta pensée, que tu écris ta pensée, après tu peux relire ce que tu as écrit et tu vois en relisant avec un nouvel œil plus clairement les choses. Et de temps en temps, à force de réécrire, parce que quand tu fais du journaling quotidiennement, tu vas réécrire peut-être 40 fois les mêmes trucs, au bout d'un moment, il y a un pattern, il y a un schéma qui ressort, que tu n'aurais jamais vu si tu n'avais pas fait de journaling. Ça peut être un schéma, un déclic sur toi-même, un truc, un thème qui revient dans ta vie, ça peut être une idée de business, ça peut peu importe, mais en fait, tu te vides la tête. Donc déjà, le premier gros bénéfice, c'est la clarification. La clarification, la clarté, c'est un des soft skills, si ce n'est le plus important de tous. Là, je parlais de réflexion avant, la clarté, c'est de la réflexion. Être clair dans ses idées. Je vois souvent des gens qui ne sont pas au clair, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Tu veux quoi dans ta vie? Ah, je veux être libre. Ok, ça veut dire quoi? Plus avoir besoin de travailler. Ouais, mais c'est un peu pâteux ce que tu me dis là. C'est quoi en détail? Ça ressemble à quoi ta journée? Comment tu as envie d'arriver à ça? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu as envie? Quel est le prix que tu as à payer? Quels sont les problèmes que tu as dans la vie? Sois plus spécifique, sois plus précis. Tu le retrouves, cette clarté, dans le copywriting. Les gens qui ont une capacité à penser avec plus de clarté, ils vont avoir des bénéfices plus spécifiques, plus précis, ils auront un texte qui va plus parler, une histoire qui va faire rentrer en immersion les gens. Cette spécificité vient de ta clarté mentale, en fait. Et sans clarté mentale, on réfléchit avec des variables fausses ou incomplètes, et du coup, c'est normal qu'on ne trouve pas de solution parce qu'on n'a même pas identifié le problème. Si tu prends un médecin, il n'est pas payé pour te prescrire les médicaments, il est payé pour diagnostiquer le fond du problème. Une fois qu'on a diagnostiqué le problème, le médecin peut juste marquer la maladie et 2-3 détails et passer ça à une infirmière, et l'infirmière, elle saura te prescrire les bons médicaments. Oui, mais la pharmacie, tu vois, qui sont aussi formés à ça, hein, mais je veux dire, t'as pas besoin tu vois, une fois que le spécialiste a diagnostiqué le truc, ce qui coûte cher, c'est le diagnostic. Le coaching, c'est la même chose. C'est pas tant de balancer des solutions à la gueule des gens, c'est de trouver la source du problème. Donc, en fait, quand tu fais du journaling, tu t'auto-diagnostiques. Tu vois? Donc ça, c'est le gros avantage. Et un autre avantage, c'est que quand tu fais ça en tout début de journée, en fin de matinée, première chose, ça te sort toutes les idées de ta tête qui sont là, qui viennent t'embrouiller l'esprit et qui te distraient. Tu les mets sur papier, ça te clarifie le truc, et du coup, après, tu as l'esprit vide, comme si tu vidais la corbeille. Et du coup, tu es frais et disponible pour travailler dans ta journée, sur la partie créative ou de l'apprentissage, sans être autant pollué. Voilà les deux gros avantages que je vois. Et du coup, toi, tu le pratiques comment concrètement? Tu m'as dit que c'était sur Hardy, tu fais après combien de temps? Tu fais tous les jours? Tu fais quand ça vient? Parce que moi, c'est quelque chose que je pratique, mais j'ai testé des modèles différents, je suis encore en train d'en tester. Je me prends pas la tête. C'est la partie booting de ma journée. Donc un petit thé, tranquille, je me réveille, et puis je fais du journaling, tout simplement. J'ouvre une page blanche et j'écris. Alors j'ai un logiciel sur lequel je bosse qui s'appelle Roam. C'est tout un système de gestion de l'information et ça me permet de connecter des parties de mon journaling en fonction des thèmes. Par exemple, si j'ai un truc qui revient, je passe sur de l'anxiété, chaque fois je connecte ce bloc anxiété à la note anxiété et du coup je peux ensuite retrier toutes les parties où j'ai journalisé en rapport avec l'anxiété. Et du coup, ça me permet de facilement naviguer dans ce truc, dans mon journaling. Mais autrement, je n'ai pas de méthodologie plus compliquée que ça. Je me réveille, j'écris. Parce qu'en fait, plus tu mets en place un système compliqué avec des questions, des machins, pourquoi pas, si ça marche. Il faut savoir que plus tu complexifies le système, plus tu te poses de questions là-dessus, moins tu auras tendance à le faire. Alors qu'en réalité, le but de ce truc-là, c'est justement de ne pas te prendre la tête, c'est juste tu vides, tu présentes ta tête sur le papier, fin de l'histoire, et s'il y a quelque chose qui en sort, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, quoi, tu as fait juste l'exercice. Et puis ça prend du temps au début pour se faire à la pratique. Des résultats, il n'y a pas de retour immédiat dessus, il n'y a pas de retour systématique. Par contre, souvent, quand il y a des retours, c'est des grosses insights qui ont un impact extrêmement profond sur ta vie pro et perso. Et toi, tes notes de journaling, du coup, tu m'as dit que tu les gardais, que tu les triais. Concrètement, tu essaies d'en tirer quelque chose, ou alors tu pourrais avoir une pratique de journaling en mode j'écris ça sur une feuille, puis je la jette et je m'en fous parce que l'exercice c'était de juste me vider la tête. Les deux sont valables. L'important, c'est de trouver quelque chose qui te convient. Si ça te stresse de garder tes notes de journal, jette-les. Si tu ne reviens jamais dessus et que ça te fout une charge mentale, vire-les. Si au contraire, c'est quelque chose qui te sert parce que tu aimes bien relire, garde-les. Ok. Tout simplement. J'ai pas envie de donner une règle absolue à ça.
trouve ta méthode qui te convient et teste, et puis tu verras avec l'expérience comment l'améliorer. Ok, c'est assez intéressant. Ce que tu me dis sur le journalisme, ça m'a pas mal éclairé. Je voudrais passer sur une autre question que moi je pose quasiment tout le temps en interview, parce que je trouve que c'est super intéressant. Souvent, en fait, dans les interviews, on a tendance à aller en détail sur ok, c'est quoi ton parcours et t'as fait quoi à tel moment, et en fait, on vient tout le temps sur les éléments passés ou les éléments présents. Mais moi, en fait, j'ai envie de demander, c'est quoi tes objectifs à l'heure actuelle? C'est-à-dire, c'est quoi que tu veux, que tu désires actuellement dans ta vie pro, dans ta vie perso pour les années à venir? Euh, Moi, j'ai un idéal que j'ai presque atteint, mais pas encore, qui est que j'ai envie de pouvoir mettre mon business en off le temps que je veux, et qu'il y ait suffisamment de résilience pour quand même gagner ma vie. Tu vois, si je dis, bah, tiens, je vais prendre une année sabbatique, je reviens dans une année et j'ai toujours les mêmes revenus. Ok, mais pas non plus d'avoir un système automatique là où tu fais de l'argent sans rien faire en dormant, quoi. Bah, le truc, moi j'appelle ça des revenus résilients plus que des revenus automatiques. Parce que je trouve Ok. que automatique, c'est un terme qui est très dangereux, dans le sens où je mets ça en Mm. place, c'est automatique ou c'est passif. Alors qu'en réalité, quand tu n'entretiens pas un système, il se dégrade. C'est le principe d'entropie. Tu vois, donc là, je prends des modèles de Ouais. la science. L'entropie, tout va vers le désordre, en fait, tout simplement. Donc, Mm. donc ton système va pas s'améliorer avec le temps, il va se dégrader. Mais après, on a une certaine résilience. Et parfois, on a aussi des systèmes ça arrive aussi, qui sont, comment dire, antifragiles, comme dirait Nassim Taleb, qui vont Ouais. profiter du hasard, et justement, l'entropie va les renforcer. Par exemple, on a des muscles. Les muscles sont antifragiles par extension, parce que quand tu les blesses un peu à la salle de sport, ils grossissent. Si tu les blesses Ouais. trop, bah, tu te blesses aussi. Donc, il y a toujours une limite à ces systèmes. Mais voilà. Et du coup, bah, moi, c'est vraiment avoir cette flexibilité absolue. De me dire, ah bah tiens, cette année-là, j'ai envie de faire cette expérience d'introspection, apprendre un sujet à fond, et j'ai pas envie de me prendre la tête à créer du contenu là-dessus, alors que j'ai envie de l'expérimenter pleinement. Et après, je dis, bah voilà, j'ai compris le truc, bah maintenant j'ai envie de créer du contenu. Tu vois, alors je peux déjà le faire. Disons que le système, il est en place à 95%, dans le sens où c'est comme ça que je bosse déjà. Là, je suis en phase créative, par exemple, je suis en train de lancer ma formation sur la gestion de l'information, justement. Donc, de la lecture à l'extraction, l'apprentissage, donc l'interprétation, l'implémentation dans des process, la prise de notes dynamique, c'est un système de notes, j'appelle ça les neuronotes, et ensuite la partie créative. Et du coup, j'ai ce que j'appelle le cycle de focus, et je travaille comme ça. Après, c'est une manière de travailler avec ce système, c'est pas la seule. Mais du coup, je peux vraiment séparer mes journées. Je suis pas obligé, par exemple, tu vois, le mailing quotidien, pour moi, ça me sort par les oreilles. C'est une méthodologie qui fonctionne, pas pour moi. Ok. Donc, mon objectif, il est surtout à ce niveau-là. Et puis, ça, en pouvant dégager un revenu. Donc là, sur les 5 prochaines années, j'aimerais bien faire les 100K par mois. Ok. Voilà. Mais toujours dans l'éthique. C'est-à-dire que je préférerais gagner, si je dois redescendre à 5 000 par mois s'il faut, alors c'est pas beaucoup pour une entreprise, mais alors on va dire 10 000, je dois redescendre à ce montant-là. Mais pour garder mon éthique, je choisirai toujours l'éthique. Je ne Ok. vais pas commencer à racketter les gens juste pour faire mes 100K. Donc il y a aussi des priorités dans mes valeurs qui sont que bah, voilà, je veux que ce que je fasse, j'ai vraiment un sentiment de contribution. J'ai envie de travailler avec une audience très particulière, qui sont des gens qui sont plus intelligents, plus avancés déjà, parce que ce n'est pas un message qui parle au bobet tu vois, le tout venant, ces gens qui pensent qu'en 3 mois ils peuvent devenir riches. C'est pas mon audience. Donc je veux vraiment travailler avec une audience qui est qualifiée, une audience qui a conscience de ça, une audience qui a qualité. Et ça marche très bien. Hein. J'ai une très petite audience, mais qui sont très contents de ce que je fais, qui n'hésitent pas à dépenser des jolies sommes pour se former chez moi, et qui sont très contentes et qui recommandent d'autres personnes, des mêmes acabits. Et je vais continuer là-dessus. Donc voilà en gros la vision que j'ai sur le côté marketing. Et puis autrement, le reste, plutôt des trucs personnels, mais rien de très pertinent pour l'interview. Ok. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien connaître quand même les objectifs pro et perso. C'est ambitieux et c'est cool. Cool. Merci à toi de ta réponse. J'ai une dernière question que je pose dans chaque interview. Je la trouve vraiment pertinente. C'est ma question préférée. C'est vraiment celle sur laquelle je reviens à chaque fois. En gros, quand j'introduis cette question, souvent elle est un peu bizarre.
du coup, j'aime bien, tu sais, un peu une, euh, une blague pour introduire cette question. Je sais pas si tu te rappelles des Chuck Norris Facts. C'est Ah les ouais, blagues ah, Chuck Norris. Ouais. j'aime Bah, bien. en Ouais. gros, moi, il y avait une blague, tu vois. J'ai ça quand j'étais gosse. Et moi, il y avait une blague que j'adorais, elle me faisait vraiment marrer. C'était les enfants. Alors, attends, que je la formule bien. Ouais, c'était les enfants portent des pyjamas Superman. Et Superman, il porte des pyjamas Chuck Norris. Ah, c'est. Et Ouais, ouais. cette blague, franchement, elle me fait taper des barres. Enfin, c'est vraiment mon Chuck Norris Facts préféré. Et, euh, et en fait, pourquoi je te raconte cette blague? Bah, pas pour te faire rire ou pour faire rire celui qui est sur l'interview. Non, parce qu'en fait, j'ai une question par rapport à ça. C'est que moi, je trouve que tu es un mec ultra inspirant et j'invite sur ma chaîne que des mecs que je trouve inspirants. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est toi, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? C'est-à-dire que, et c'est là en fait où prend sens selon moi l'exemple que je t'ai dit avec Superman et Chuck Norris, c'est que, ok, tu vas peut-être inspirer des gens, tu m'inspires moi, t'inspires d'autres personnes, on est un peu comme l'enfant qui porte le pyjama Superman, on porte le pyjama Damon Pine, mais Damon Pine il porte quoi comme pyjama, tu vois, c'est quoi les trucs qui t'inspirent, les éléments, ça peut être, tu peux répondre ultra philosophiquement, tu peux répondre avec des concepts, tu peux répondre avec des personnes, des livres, peu importe en fait. C'est quoi qui t'inspire au quotidien? Ouais, alors, bah, je pense que j'ai déjà pas mal répondu à cette question dans l'interview sur ma mission à travers ma chaîne. Ouais. D'abord de contribuer avant d'être rétribué, de faire un marketing qui est aligné à ses valeurs et durable. Après, peut-être je pourrais te répondre avec, pour moi, un mentor, quelqu'un qui m'inspire énormément, qui est dans... Si ceux qui aiment mon travail aimeront le sien, alors c'est en anglais par contre, mais Mm. on va dire que je trouve beaucoup... Enfin, je l'ai découvert récemment par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Jean-Loup Lebrun, sur Mm. un podcast en commun, et qui s'appelle en fait André Chaperon. Mm. André Chaperon, c'est le mec qui va faire du marketing plus avancé, aussi très comment dire, précis. Il va parler beaucoup de pensée systémique. Il y a beaucoup de, ouais, il y a des notions mathématiques très intéressantes dans ce qu'il avance et une humanité aussi. C'est une personne que je l'ai rencontrée d'ailleurs en Espagne qui vraiment m'inspire beaucoup à ce niveau-là et c'est vraiment ce genre de message que je défends. Mm. Et voilà, peut-être pour venir compléter, si tu apprécies ma vision du monde, tu apprécieras probablement la vision du monde de ce gars. Il faut savoir que ce mec-là, c'est un peu le papa du storytelling en marketing sur le web. C'est le mec, Ok. il est aussi moi, je bosse beaucoup en souterrain, d'accord. On n'entend pas. Enfin, les gens qui sont dans le milieu, ils me connaissent, mais les débutants me connaissent pas. Et c'est bien comme ça, tu vois. Mm. Et du coup, lui, c'est un peu la même chose. À plus grande échelle, le mec a 2 fois mon expérience. Donc, le mec a plus de 20 ans d'expérience. Mais il Mm. faut savoir qu'il est, je sais pas si tu connais Digital Marketers, par exemple. Ouais. Leur système Ouais. de machine, le corps de ce système-là est basé sur le système ARM de André Chaperon. Mais personne ne sait ça en fait. D'accord. Tu vois des Ok. échanges de mails entre Ryan Dice et André Chaperon, et le mec explique qu'ils vont implémenter ça dans leur système, tu vois. Putain, c'est énorme. Le soap opera sequence, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Ah soap non. opera. Non. À la base, c'est une émission, mais le mec a vraiment repris cette idée-là pour balancer ça dans l'autorépondeur. Dans ses autorépondeurs, le type, c'est vraiment ouais, c'est l'expert de l'autorépondeur. En fait, j'ai pas trouvé quelqu'un de plus calé sur le sujet que lui. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte. Donc voilà, peut-être pour le remettre là où une partie de ce que j'ai raconté est due. Mais après, bon, c'est des concepts que j'avais déjà moi-même théorisés, Mm. vus. Mais quand, enfin, du coup, on me l'a présenté, Jean-Loup me l'a présenté parce qu'il m'a dit regarde, il parle exactement des mêmes sujets que toi, il est calibré comme toi. Et donc, du coup, c'est vrai, il y a peu de monde que je respecte sur le web finalement parce qu'ils sont tous dans leur délire à la con là, de qui fait le plus de cash. D'ailleurs, quand je vais dans des masterminds, c'est toujours la question genre combien tu fais par mois ou par Mm. année. Et j'aime bien, je dis attends, moi j'ai une question plus intéressante pour toi. Si tu te barres aujourd'hui de ton business et que tu fais rien pendant 6 mois, quand tu reviens, combien tu gagnes? Tu vois, parce que si tu prends pas ça en compte, ça sert à rien de comparer les kikis. Tu vois. Et du coup, Ouais. ce genre de mentalité, moi, ça me saoule. Ça saoule tous les gens du web qui gagnent leur vie déjà, tu vois.
Je veux dire, le marché francophone, il y a pas mal de monde, sont mes amis. Il y a des gens qui se discutent, comme par exemple, je discute régulièrement avec Jean Rivière, avec des gens comme ça. Et ils sont tous dans le même état d'esprit, en fait. Ils en ont marre. Ils en ont marre de ce côté bling-bling. C'est des gens qui sont simples, souvent. Pas toujours, mais Jean Rivière, c'est quelqu'un de très simple, tu vois. Quelqu'un qui aime aller se balader, qui n'a pas envie de se prendre la tête. Mais qui a un bon fond, tu vois. Et qui en a marre de parler tout le temps argent, tu vois. C'est pas son délire. Enfin, c'est pas son délire, mais j'entends le côté bling-bling. J'entends, tu vois, c'est son métier. Mais je dis le côté bling-bling, vas-y, lui, là, c'est pas son délire de mettre sur la table ses revenus et des trucs comme ça, tu vois. Et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Je te parle de lui parce que je parle avec lui ces temps en ce moment, puis ça me vient comme ça, mais c'est le cas de plein d'autres gens, tu vois. Et du coup, j'admire justement André Chaperon et ce genre de personnes parce qu'ils n'ont pas cette mentalité-là. Et la mentalité des entrepreneurs sur le web en général, je ne me retrouve pas dedans. Tu vois. Donc voilà ce qui m'inspire. Et puis, que dire d'autre? Non, autrement, faites du marketing comme vous êtes en fait. Arrêtez de croire en ces gros, parce que les plus gros loups, tu vois, je veux dire, si tu es éduqué par le loup de Wall Street, il y a peu de chances que tu aies des belles valeurs, tu vois. Il y a beaucoup de monde sur le web, finalement, c'est que des histoires comme ça. C'est des gens qui sont mégalomanes, c'est des gens qui sont pas propres sur eux-mêmes, c'est des gens qui te disent de faire des emprunts pour acheter leur formation de merde comme si c'était le truc qui allait changer ta vie, alors qu'en réalité, formation unique, ça change pas une vie. Il y a des processus itératifs, ça prend du temps, tu vois. Donc, ne vous endettez jamais pour quelque formation que ce soit. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'il y a finalement très peu de promesses qui sont tenues, même à hauteur de 20% de la promesse. Tu prends sur 100 personnes qui font un coaching, ils sont censés arriver à 10 000 euros par mois à la fin, c'est la promesse qu'on leur a faite. Sur les 100 personnes, si on a une qui sort avec les 10 000 balles par mois, c'est énorme. Et puis ça ne veut pas dire que les 99 autres, elles n'ont rien foutu. Souvent, elles se sont dépassées aussi, elles ont fait tout ce qu'elles ont pu. Parfois, elles ont eu certains résultats, généralement pas tant que ça. Parce que le processus peut fonctionner, mais tu sais jamais quand il va prendre. Ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, tu vois. J'ai des amis, j'ai des amis qui sont sur le web depuis avant moi, qui sont dans leur truc, qui sont dans leur délire et qui gagnent à peine un SMIC après 10 ans. Ouais. Alors bon, tu vois, ils sont peut-être prisonniers dans certains démons, mais je veux dire, c'est plus la norme de gagner quelques milliers d'euros après quelques années que d'en gagner 10 000 après quelques mois. Tu vois? Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est si tu démarres aujourd'hui sur Internet et que tu as une compétence avancée, tu peux peut-être dans 1 année, 2 ans, quitter ton emploi si ça se passe bien. Ça peut être plus court, généralement, ça sera plus long. Si tu n'as pas de compétences et que tu te lances et que tu pars de zéro et que tu dois encore apprendre la compétence, rajoute quelques années encore à ton arc. D'accord? Compte 5-6 ans. Je préfère être pessimiste comme ça, mais 5-6 ans à bosser à fond, à y croire, et tu vois. Moi, j'entends des gens qui sont là, ouais, je vais y arriver. 5 ans après, ils n'ont toujours même pas de projet, tu vois. Et il y a un truc, je dis, quand tu planifies, je pars dans tous les sens, il faut m'excuser, mais quand je planifie, quand quelqu'un planifie un objectif, s'il le planifie à l'année prochaine, maintenant, tous les objectifs qui sont planifiés à 31 décembre 2022, par exemple, c'est des objectifs bullshit. Donc, si tu as des objectifs planifiés au 31 décembre 2022, c'est des objectifs qui s'adressent à un autre toi que toi. Genre, quand je serai comme ça sera possible d'atteindre ça. Mais quand on arrivera le 31 décembre 2022, tu te rendras compte que tu es toujours la même personne et que finalement, ces objectifs, ils n'ont pas avancé. Fixe des objectifs à 3 mois. Fixe des trucs qui sont plus réalistes. Et si tu ne gagnes pas d'argent actuellement sur Internet et que tu n'as pas de compétences, dans 3 mois, n'espère pas fixer les 5 000 balles par mois. Si dans 3 mois, déjà, tu as une idée de sujet, que tu as commencé à expérimenter un peu le truc, que tu as bricolé, et que peut-être tu as vu comment les outils fonctionnaient et que tu as fait 500 euros, c'est super. Ouais. Si tu es complètement débutant, j'entends. Par ouais, contre, bien sûr. Tu vois, moi, par exemple, là, je suis avancé, j'ai 10 ans d'expérience. Si je lance un business aujourd'hui, dans 3 mois, je peux espérer faire 10 000 balles avec par mois. Parce que j'ai l'expérience, j'ai le recul et je sais comment les choses fonctionnent. Donc, j'ai le feeling, tu vois. Et puis, je dis ça, mais peut-être que je me plante aussi. Peut-être que ça me prendra plus de temps. Peut-être que je ferai beaucoup plus, peut-être que je ferai beaucoup moins. Mais je connais le process. Mais le temps d'apprendre ce processus-là, ça prend du temps.
Ça ne se fait pas en 3 mois, ça ne se fait pas avec une formation à étiquette, ça ne se fait pas en un coaching de 3 mois. Les gens qui n'ont pas encore trouvé leur positionnement, qui n'ont pas encore de cash, je vous le dis là, arrêtez de croire à ces promesses, ça vous fait du mal. C'est tout à fait possible de gagner sa vie sur le web, et très bien, mais pas en 3 mois. C'est très rare, c'est gagner au loto. Et puis je souhaite à personne de partir de zéro et dans 3 mois faire 10 tickets par mois parce qu'il n'aura pas les épaules pour gérer les problématiques qui vont avec. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais putain, c'est super intéressant ce que tu me dis. J'aime bien le fait que tu remettes les choses en place et que, ouais, on gagne pas sa vie en claquant des doigts, quoi. Mais on le sait. Le truc, c'est qu'on le sait. Le problème, c'est que la nature humaine, tu sais, il y a des toi qui es copywriter, tu le sais, il y a des scripts de vente qui sont tellement bien faits qui te font croire qu'il y a en fait vraiment un moyen, un truc. C'est pas le cas. Ouais. Moi, je parle toujours du triangle de l'avantage concurrentiel durable. Si ton business il est facile, rapide et pas cher à construire, tu n'as aucun avantage. Parce que tout le monde peut faire la même chose. Donc le seul éventuel avantage que tu as, c'est que les gens ne sont pas encore au courant de cette combine. Parce que c'est des combines, des trucs faciles, rapides et pas chers. Si tu construis un truc qui est difficile à construire, par exemple, tu as une grosse compétence qui prend des années à développer, ou qui est long à construire, des fois c'est avec la compétence, et troisièmement qui est cher, alors même déjà si tu as 2 des 3 éléments, bah, ça vient créer quelque chose de plus compétitif. Donc en fait, tu vises des challenges, d'accord, et plus tu es capable de relever ces challenges et créer quelque chose qui est en plusieurs de ces 3 axes, plus tu pourras conserver sur la durée cet avantage et gagner ta vie. Tu vois, par exemple, je te donne l'exemple du dropshipping. Si on met de côté toutes les arnaques à la con, c'est vendu vraiment comme facile, rapide, pas cher. Tu n'as pas de stock, tu n'as pas besoin de compétences, machin, mais du coup, ce que tu vends, tout le monde peut le vendre. Et dès qu'on trouve ta niche, bah, tu n'as qu'à voir les mecs en e-commerce, en dropshipping, comme ils sont stressés à l'idée que quelqu'un d'autre découvre leur niche. Donc, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas de triangle de l'avantage. Ouais, bien sûr. Et tant que tu n'es pas d'accord avec ça, tant que tu n'es pas d'accord de jouer le jeu, de dire ok, je vais mettre l'énergie, l'eau, la sueur et le sang nécessaires à développer cet avantage-là, eh ben, tu n'es personne et tu gagnes rien. Ou peu, ou pas longtemps. C'est comme ça. C'est l'effort qui sépare les gens qui gagnent de l'argent des autres. Et quand on leur vend des outils, des méthodes qui sont faciles et rapides et sans effort, finalement, on leur vend quelque chose qui ne fonctionne pas, point. En tout cas, dans la promesse. Fournir des efforts et fournir les bons efforts. Voilà. Et c'est ça qui te différencie. L'entrée, il est là. Après, il y a le côté hustle, machin et tout. Faut pas non plus. C'est pas parce que tu fais des efforts que tu auras des résultats. Parce qu'il faut encore faire les bons efforts. D'accord ? Donc, un effort intelligent, ça ne veut pas dire qu'il faut bosser 15 heures par jour, mais ça veut dire qu'il faut faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire au début. Il faut te conditionner. Il faut, par exemple, supprimer les réseaux sociaux de ton téléphone. Je connais aucun entrepreneur qui a du succès qui a Facebook ou Instagram installé sur son téléphone. Ça n'existe pas. Peut-être les professionnels d'Instagram, par exemple. Mais tu supprimes. Moi, je passe mon temps à supprimer des applications sur mon téléphone. Attends, ça, je peux virer. Mais j'ai pas de réseaux sociaux. Sur Facebook, j'y vais une fois par mois. Voilà. Puis maintenant, j'ai même désinstallé encore l'autre jour la messagerie de Facebook sur mon téléphone. C'est un truc en moi. Je vire ces trucs-là. Je vire. Instagram, je me connecte une fois par année. Des gens qui m'insultent parce que j'ai pas répondu à leurs messages sur Instagram. Genre, c'est pas poli, tu vois. Je dis, mais j'ai autre chose à faire de ma vie, mec. Tu vois, c'est ces trucs. Il faut apprendre à faire des efforts que les autres ne sont pas prêts à faire. Donc, quitter les réseaux sociaux, arrêter de consommer des vidéos faciles, rapides, qui mettent à consommer des livres. Pas consommer des livres en mode speed reading, mais au contraire, lire moins vite, ingurgiter l'information, l'implémenter, tester, mettre en place un système pour faire tout ça, prendre son mal en patience. Tu vois, ce genre de truc. C'est ça un truc qui m'inspire vraiment, c'est de dire, ok, si tu as cette mentalité-là, tu vois, c'est comme au sport. Si tu peux dire toute la théorie que tu veux, mais tant que tu pousses pas de la fonte, tu ne fais pas des biceps. Bien sûr. C'est comme ça. Tu ne fais pas les pecs, tu ne fais pas les muscles. Si tu ne souffres pas, et le mec, dès qu'il commence à souffrir, s'il cherche une méthode plus facile, bah, il ne progressera jamais. C'est exactement pareil en marketing. L'apprentissage vient avec la douleur. Parce que, par extension, c'est sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire apprendre à penser différemment, réfléchir différemment, c'est emprunter des chemins neuronaux que tu n'as pas l'habitude de prendre
C'est donc des nouvelles habitudes, c'est donc de la volonté, c'est donc de l'effort. Voilà. Donc c'est pas sexy du tout, mais c'est comme ça. Si tu comprends ça, ça aidera déjà passablement. Mais ça, c'est contre la nature humaine. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est super intéressant. Ce que tu me dis là, et même tout ce que tu m'as dit dans cette interview, moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup réfléchir en live. Et, euh, et j'espère que pour les gens qui vont écouter ça en entier ou même partiellement, bah, ça les a aidés quelque part dans leur réflexion ou peut-être ouvert l'esprit à des nouvelles pensées, des nouvelles pratiques. C'est, Et ouais, quand j'ai dit penser, je te l'ai dit, excuse. yes, dis-moi. Ouais, c'est des réflexions qui sont pas d'une accessibilité immédiate, tu vois, comme tu me demandais avant des méthodes directes. Ça demande une réflexion. Tu dis, ah ouais, attends, j'ai compris le truc, mais encore, il faut prendre le concept et le connecter dans tous les contextes de ta vie. Dis, ok, ce qu'il a dit là, comment ça s'applique en sport? Comment ça s'applique dans mon business? Et dans mon business, comment ça s'applique à l'acquisition? Comment ça s'applique à la capture? Comment ça s'applique à la conversion? À mes produits, à mon positionnement? Chaque idée, il faut réfléchir à l'implication que ça a dans les différents contextes. Et seulement quand tu commences à comprendre une idée, tu vois les patterns. Parce que tout ce que j'ai dit là, je veux dire, celui qui m'a écouté et qui n'a pas compris le lien, il dit attends, il est hors sujet avec le marketing, c'est qu'il n'a fondamentalement pas compris l'idée qu'il y a derrière. Parce que tout ce que j'ai dit là, je juge et je le vois dans mon quotidien comme étant ultra pertinent pour faire du business. On est à fond dedans. Donc si tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est hors sujet, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ah, petit message warning, je vais le mettre là. Ouais, c'est le message warning. Je le mettrai en miniature de la vidéo, tu vois. Je mettrai le warning. Bah écoute, sur ce, moi c'était super intéressant, c'était un plaisir Partagé. de t'avoir écouté parler là-dessus. Et je tiens encore à te remercier de ta venue, d'avoir accepté cette invitation sur ma chaîne. Ça fait plaisir, j'ai été me balader en même temps pour ceux qui entendent la rivière, la forêt, Ouais, les c'est cool. oiseaux. Ça a rajouté un certain dynamisme dans l'interview, tu vois. C'est un podcast nature. Ouais, bah moi dans ma tête, j'étais en train de marcher dans mon petit appartement parisien et dans la tête, je fermais les yeux, il y avait vraiment les pigeons, non pas les pigeons. Ouais, Il y les avait la pigeons. rivière autour, il y avait les pigeons qui faisaient cuicui, il y avait tout qui était pareil. Bah écoute, sur ce, blague à part, moi je te souhaite une très très bonne journée. Et si on veut te retrouver surtout, voilà, c'est ça que j'oubliais, je savais que j'oubliais quelque chose. Si on veut te retrouver, c'est où? Si quelqu'un ne te connaît pas. Alors, damonpine.com, DAMONPYN.com. Ouais. Et puis sinon, en ce moment, je suis en train de lancer mon programme sur tous ceux que ça intéresse de développer leur valeur, leur substance, comme j'en ai parlé tout au long du podcast. J'ai mon outil de prédilection, mon framework, que je suis en train de créer la formation et j'ai pris les premiers coachings avec ça. Si ça t'intéresse de recevoir déjà une série gratuite, tu vas sur neuro-note.com au pluriel. Neuro au singulier, note au pluriel. Sur Jérémy, je pense que tu mettras les liens. Ouais, bah, je mettrai tous les liens en description, dans tous les cas. Et du coup, il y aura ton site lemonpain.com. Il y aura du coup le slash avec, la série gratuite là-dessus. Je pense que c'est une série email, c'est ça? Ouais, qui est en cours de fabrication, qui va arriver, donc tu peux te préinscrire. Et où je vais vraiment expliquer comment apprendre et traiter, gérer la valeur et la convertir en contenu qui intéresse, qui résonne et qui te permettront finalement de moins avoir à te concentrer sur la persuasion, sur la manipulation. Comment convertir une info brute en quelque chose de sexy, quelque chose qui intéresse, quoi. Et Comment convertir du plomb en de l'or, quoi. Ouais, et qui a une réelle valeur. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne fait pas avec du caca, on ne fait pas de la qualité. On extrait de la qualité et on la transforme en quelque chose que les gens de notre thématique veulent. Oui, concrètement, on transforme pas de la merde en quelque chose de sexy pour un truc qui va battre dans le stand. On extrait vraiment l'or de la pierre, un peu comme d'un minerai. Si tu donnes de la chair de sanglier avec un peu de persil à Cyril Lignac, il ne pourra pas t'en faire une super. C'est pas possible. C'est la même chose. Et l'information, il y a beaucoup de chair de sanglier, c'est des termes techniques. Hein. Et il y a des pépites d'or au milieu.
Et le truc, ces pépites brutes, il faut réussir à les identifier parce qu'elles ne sont pas si évidentes à identifier des autres, il y a tellement de bruit. Donc on apprend à identifier ces pépites et les convertir en quelque chose intéressera sincèrement notre audience et pour lequel on aura vraiment plaisir à contribuer. Donc cet outil-là, il sert à ça. Moi, je l'utilise personnellement pour fabriquer tout ce que je fais. C'est l'outil qui me sert plus que n'importe quel outil marketing pour apporter de la valeur. Donc ceux que ça intéresse, et ça me fait gagner beaucoup de temps aussi. Et comme le temps est de plus en plus précieux, qu'il faut savoir que tous les 10 ans, le monde va 2 fois plus vite, le monde évolue 2 fois plus vite. Mm. Donc il te faut un système qui évolue en parallèle de ce monde. Et donc du coup, il te faut un système qui a une exponentialité sur ta productivité créative, sinon tu vas te noyer. Et ce système-là sert précisément aussi à provoquer cette exponentialité. Donc ceux que ça intéresse, qui sont curieux, il y a une petite série, voilà, si tu me permets. Yes. Tout ça est en description, bien sûr. Moi, de mon côté, s'il y a quelqu'un qui tombe sur cette interview, ceux qui tombent sur cette interview, qui sont allés jusqu'au bout et qui veulent voir un petit peu ce que je fais de mon côté, moi, en ce moment, pour être franc, je travaille surtout en copywriting avec mes clients. Mais je ne crée pas forcément beaucoup de contenu. Mais si on veut voir du contenu un petit peu plus, ce que j'ai tendance à faire et qu'on veut voir plus en détail ma vision, c'est principalement sur YouTube. Du coup, il y a juste à regarder plus en détail ma chaîne YouTube et tu verras par toi-même en fait ce que je fais. Et du coup, moi sur ce, je vais te laisser là-dessus. Je vais doucement stopper le record de cette interview. Je souhaite une très 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 bonne journée, soirée à nos auditeurs qui nous ont écoutés. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, Damon. Non, je crois que c'est bon. Tous ceux qui s'intéressent aussi à du coaching, j'ai formé pas mal, je n'ai peut-être pas parlé au début, mais je forme aussi des copywriters, justement. Notamment, j'ai formé pas mal de copywriters freelance qui bossent aujourd'hui pour des gros noms. Des gens qui font parfois plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Dès que tu vois du marketing soft sur le web, à quelque part, en général, ça vient de moi. Pas toujours, mais on va dire que plus ça se répand, plus on revoit converger le truc, des systèmes de lancement bienveillants, des trucs comme ça. Donc on a une influence païnienne derrière. Voilà. Donc ceux que ça intéresse de développer aussi ça d'un point de vue plus marketing, j'ai un coaching qui s'adresse à des gens déjà plus avancés. Je travaille généralement avec des gens qui font au moins 2-3 000 euros par mois au minimum. Et on travaille beaucoup sur des concepts, notamment ce qu'on a parlé aujourd'hui, on les connecte en concret dans le milieu. Du coup, là-bas, comme Egon, par exemple, c'est un exemple. Ouais, écoute, c'est super intéressant. Je pense que sur ce, on a pas mal d'infos sur toi et des manières dont te retrouver. Et moi, je te recommande à 100% par rapport à ce que j'ai suivi au niveau contenu chez toi. Super. Je te recommande à 100%. Merci Jérémy, du coup. Yes. Et écoute, merci à toi. Moi, je te souhaite une très très bonne journée et soirée à ceux qui nous écoutent. Et je vais stopper l'interview sur ce. Ça marche. Ciao, merci. Yes.